Première fois que je viens parler dans ce podcast et vous me faites déjà parler de Virginie Efira. Juste la voir évoluer dans sa jolie maison de Bourgogne à faire des omelettes aux champignons. Alors moins depuis long septembre, mais ça c'est un autre problème. C'est vraiment une espèce de truc de développement personnel. Elle discute avec des baleines après tout, parce que la vie c'est court. Je trouve que son histoire intime reste un peu trop nombriliste et fait de l'ombre quand même au vrai sujet. Je vais bientôt pouvoir devenir une héroïne de rom-com. T'as beau être François Ozon, je ne peux pas accepter qu'on te donne du fric pour faire ça. C'est du détournement de fonds. Mais où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. L'amour triomphera dans l'épisode de ce soir, car notre cœur fait boum ou kaboum devant Riverboom, ovni documentaire signé Claude Bechtold, et qui retrace un invraisemblable périple à travers l'Afghanistan post-11 septembre. Puisqu'il prend bien des formes, il sera tout aussi question d'amour-propre, abîmé en ce qui concerne The Outrun de Nora Finksteit, où Saoirse Ronan campe une teufeuse rongée par les addictions, que d'amour filial, abîmé encore dans le nouveau François Ozon, dont le titre, quand vient l'automne et de saison. L'amour brille sous les étoiles, ou plutôt sous les lumières naturelles comme artificielles de Mumbai. All We Imagine as Light, Grand Prix au dernier festival de Cannes et premier long métrage de fiction pour l'indienne Payal Kapadia, nous raconte les amours empêchés d'une infirmière et de sa jeune colocataire. Nous ne laisserons cependant pas nos sentiments obscurcir notre jugement critique. On le sait, l'amour fait vendre, et la série Nobody Wants This sur Netflix nous offre la porte d'entrée idéale vers l'industrie de la comédie romantique. C'est le focus du soir. Et à l'occasion de la rétrospective qui lui est accordée, la carte blanche portera sur Chantal Akerman, parce qu'on déborde d'amour pour son cinéma, évidemment. Silence moteur, La Perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio, action. Comme toutes les semaines, on est généreusement hébergé par le cinéma L'Entrepôt, qu'on remercie de tout notre petit cœur. Et si vous voulez que le nôtre batte la chamade, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Apple Podcast, Deezer, Spotify, et à suivre notre Instagram, notre TikTok et YouTube si vous avez envie de voir nos jolis frimousses. Avant de parler cinéma, parlons chiffres, c'est l'heure du box-office. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, quoi ? Rita, c'est toi qui nous parle du box-office de la semaine. Quels sont les films qui ont cartonné ? Eh bien écoutez, je trouve que c'est un box-office assez sain ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup d'entrées sur beaucoup de films, donc c'est plutôt cool. On commence avec Beetlejuice évidemment, la suite de Tim Burton qui fait 257 000 entrées en deuxième semaine, pour un cumul à 1,2 million d'entrées déjà. Ce qui est plutôt cool pour un film, une suite un peu washed out. Moi, je m'attendais sincèrement à ce que ça floppe en tout cas, mais je pense que c'est Jenna Ortega qui a beaucoup ramené le public jeune à mon avis. Ensuite, on a L'Heureux Élu en première semaine qui fait presque 190 000 entrées. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est ce film ? Eh ben voilà. Laurent a posé la même question. On est clairement trop parisien pour ça. Ah, voilà, c'est à la fois un peu triste et en même temps mon snobisme est content. C'est un film qui sort quand même sur 516 copies, hein. C'est pas une petite sortie qui fait un miracle, non. C'est un film avec Lelouch, fille. Ouais, j'arrive. Je me souviendrai après. Camille Lelouch. Camille Lelouch. Merci. Qui n'a aucun rapport avec la famille de Lelouch, mais c'est une fille. Oui, d'accord. J'ai cru un instant que tu pensais que c'était la fille. Non, je donne des adjectifs comme ça. Lelouch, fille, brune. Faut trouver. C'est un jeu. Donc, en numéro 3, on a, attention, toujours là, en 14e semaine, Le Comte de Monte Cristo, qui refait 180 000 entrées pour un cumul à quasiment 7 millions de spectateurs même aussi. Il va presque passer autant de temps au cinéma sur nos écrans qu'à prendre sa revanche dans le roman. Exactement. Mais honnêtement, à ce stade, entre ça et un petit truc en plus, on est vraiment sur une année hyper saine pour les blockbusters français. Et il y en a un qui était un peu attendu et l'autre pas, mais c'est plutôt cool. Oui, parce que c'est des films blockbuster, un petit truc en plus au départ. Voilà. Et puis c'est des films qui sont pas non plus déconnants, je trouve, par rapport à ce qui caracole généralement aux 10 millions d'entrées en France. Donc voilà. Au numéro 4, on a Le Fil, donc le fil de Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil par Daniel Auteuil, qui en 3e semaine réalise 140 000 entrées pour un cumul à 520 000. Pour un film qui est sur quasiment 700 copies, je trouve que c'est pas non plus exceptionnel, vu en plus le casting assez porteur. Et puis pour continuer, on a Megalopolis qui est quand même là avec 140 000 entrées. Il fait plus d'entrées en France qu'aux États-Unis a priori. Pour moi, c'est la même chose que pour Babylone. On en a parlé la semaine dernière. Si vous voulez réécouter l'épisode. C'est quand même nettement moins bien, mais. Ah non, bien sûr. C'est une catastrophe quand même. Mais c'est entre-temps, je l'ai rattrapé. Je rejoins tout ce qu'ont dit mes confrères et consoeurs la semaine dernière. mais c'est quand même impressionnant que ce genre de film ne fonctionne. De grands auteurs qui font des trucs de 3 heures, un peu n'importe quoi, fonctionne en France mais ne fonctionne pas aux États-Unis. On a le public qu'on mérite, hein. Et si je peux, pour finir, on a toujours Les Grains du Figuier Sauvage et Michel Lemaitre qui sont dans le top 10, ce qui est super cool pour, encore une fois, comme on le disait la semaine dernière, Yuri parlait du fait que ce sont des films très exigeants sur des sujets à peu près de niche et qui plaisent non seulement aux spectateurs mais à la critique, et qui en plus les gens vont les voir, donc il y a un bon bouche à oreille, et ça c'est cool. Ça c'était pour les chiffres. Oui, et pour les news, écoute, t'as une bonne nouvelle.
Oui, c'est rare. On a une très bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle en demi-teinte parce que l'année dernière, Judith Godrèche avait lancé un projet pour en fait créer une commission sur les violences sexuelles envers les enfants au Sénat, à l'Assemblée nationale justement. Entre-temps, il y a eu le 9 juin et donc la dissolution de la dite Assemblée nationale. Mais visiblement, à partir du 9 octobre, on va recommencer le travail parlementaire là-dessus. Donc plus spécifiquement sur une enquête sur les violences sexuelles dans le secteur du cinéma et sur les manquements de la protection à l'enfance. Donc c'est plutôt cool. Ce qui est compliqué, c'est que du coup, on recommence à zéro alors que la commission avait déjà bien avancé, mais au moins ça va, on recommence, c'est déjà ça. On va espérer qu'entre-temps on va pas reperdre l'Assemblée nationale, quoique, mais c'est en bonne voie. Et c'est quand même une bonne nouvelle. Ce soir, 4 films, 4 débats. Le premier dont on vous parle, c'est le documentaire River Boom de Claude Béchold. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a fait ce geste? Il y a des snipers. Non, mais il a dit ça sérieusement? Bon, on arrive au checkpoint. Cache la caméra. Nous sommes en 2002, au milieu de l'Afghanistan, en pleine zone talibane, peu après l'intervention militaire américaine. 2 jeunes reporters intrépides et moi embarquons pour un road trip insensé autour du pays pour vérifier les promesses de la Pax Americana. Would you tell us exactly against whom you are fighting? They're the enemy. We're there to destroy them. That's all that matters. Il y a 2-3 segments qui sont connus pour être dangereux. On se connaît bien, ce sont nos voisins. Le matin, on se salue. La journée, c'est la guerre. Et on se tire dessus. S'il brûle ta voiture, c'est taliban, puis si il la vole, c'est bandit. Faut pas s'approcher à moins de 25 mètres des mineurs, parce que ça peut sauter. Even if I put a jacket on? Attention, tu marches quand même, reste sur la... T'as pas besoin de t'approcher! Pour le protestant un peu craintif que je suis, rien n'est jamais rassurant ici. Pour parler cinéma ce soir, je suis avec Rita. Rita, tu es le visage derrière See the Movie. Je suis... Bonsoir. Et le cerveau, le visage. Non, mais je dis le visage parce que... Et en même temps, je suis en train de dire c'est une connerie parce que c'est nous qui sommes un podcast et See the Movie, il y a ton visage. Donc en fait, tu es la voix derrière See the Movie. Voilà. Mais avant tout, effectivement, le cerveau et le cœur aussi. Manon, toi, tu es journaliste chez Combini. Imen, tu es étudiante en cinéma et bientôt scénariste, réalisatrice et plein d'autres choses. Romain, toi, tu es chargée de développement et scénariste. Et Laurent, toi, tu es le retraité de notre émission. Le papy. Le papy Lolo. River Boom, dont on vient d'entendre la bande-annonce, c'est donc un documentaire qui se déroule en Afghanistan 1 an après les événements du 11 septembre. Et Claude Béchold se laisse embarquer par 2 reporters un peu tête brûlée dans un périple à travers le pays avec sa... Il n'est rien au départ, il n'est pas photographe ni rien, mais il va s'inventer reporter vidéo. Manon, en introduction, je parlais d'OVNI. Ouais, c'en est un, River Boom. Moi, je vois pas grand-chose qui peut ressembler à ce documentaire, mais peut-être aussi parce que déjà la jeunesse enfin tu le disais un peu dans le synopsis, mais la jeunesse du film, elle est complètement folle, quoi. Enfin, cette espèce de Suisse un peu triste, un peu lambda, qui se retrouve embarqué en Afghanistan en 2001, c'est quand même un pitch de départ assez fort, et je trouve que, enfin, c'était une bonne base pour un documentaire assez fou, et moi je le trouve assez fou, ce documentaire, ouais. Laurent, toi aussi, tu parlerais de folie dans ce River Boom? En fait, moi, je trouve ça tellement dingo, ce qui se passe, que je pense que si jamais ça avait été une fiction, j'y aurais pas cru. On arrive à un tel stade de folie et de trucs insensés que c'est presque surréaliste. Oui, moi, je trouve que ce documentaire est dingue. Je trouve que c'est beaucoup plus malin, beaucoup plus fin qu'on imagine. Et que je pense que c'est probablement un des meilleurs films que j'ai vu cette année, moi, par exemple. C'est-à-dire qu'on en est là, vraiment, j'ai adoré. Imen, toi, c'est pas un des meilleurs films que tu as vu cette année, River Boom? Non, alors je dirais pas que j'ai pas détesté, mais en tout cas, je vais pas être aussi dithyrambique, je pense, parce que j'ai mis quand même plusieurs réserves, et notamment dans ce caractère extraordinaire un peu de l'histoire, du fait aussi de ce regard rétrospectif auquel moi, j'ai pas toujours cru, en fait, systématiquement. Puisqu'effectivement, donc, c'est des images que Claude Béchold a on va dire, mis ensemble pour faire un montage 25 ans après les avoir filmés. Et on a à la fois sa caméra vidéo, des photos qu'il a prises sur le moment, des photos aussi prises par celui qui était le photographe. Donc c'est une espèce de puzzle, ouais, visuel. Ouais, de plein d'archives. Et en fait, il n'était pas
à la base, il ne voulait pas documenter cette guerre ni quoi que ce soit. C'est juste qu'il s'est retrouvé embarqué là-dedans. Et pour se donner un peu une contenance entre ce reporter de guerre et ce photographe de guerre, il s'est dit tiens, je vais acheter une petite caméra et essayer de faire quelque chose de mes mains. Et du coup, en fait, le documentaire, il est quand même sur une espèce de ligne de crête hyper délicate, je trouve. C'est-à-dire qu'il fait quand même de l'humour avec une guerre absolument atroce. Et moi, je trouve que ça fonctionne parce qu'en fait, il fait un pas de côté et il filme pas la guerre, il filme l'absurdité de la guerre. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des trucs mais complètement hallucinants, genre des chefs de guerre, quand on leur demande qui est-ce que vous combattez, ils savent même pas, ils disent l'ennemi, ou tu vois des mecs qui se serrent la main, ils sont voisins et puis après ils vont rejoindre... C'est l'américain en l'occurrence qui dit ça, qui est sur effectivement, et on lui dit mais lesquels vous combattez entre les moudjahidines, etc. Et il ne sait visiblement pas faire la différence. Avec son grand sourire. Et puis voilà, les voisins qui se serrent la main avant d'aller rejoindre genre chacun leur ligne de front et tout. Et du coup le fait qu'il documente surtout l'absurdité. Je trouve que ça fonctionne bien. Il y a aussi quand même, ça fait vraiment retomber de son piédestal la figure du reporter de guerre, parce que Serge Michel, même s'il était très sérieux et c'est un grand journaliste, il en impose pas beaucoup. On sent que des fois, il sait pas non plus exactement ce qu'il fait. Et puis, ces trois personnalités, comme ça rejoint un peu ce que disait Laurent tout à l'heure, moi, en fait, elles sont vraiment faites pour la fiction, quoi. C'est fou. Elles sont pas faites pour la fiction, mais on a le reporter extrêmement sérieux, le photographe tête brûlée, et l'autre un peu au milieu qui, c'est un peu lui, la caution un peu humour, et voilà. Et on aurait voulu écrire des personnages que je pense qu'on les aurait pas mieux écrits. Et moi, je pense qu'ils ne jouent rien. Enfin, je pense que c'est vraiment eux, parce qu'à l'époque, ils savaient même pas qu'il allait faire un film. Et c'est ça que je trouve super dans le film. Et pourtant, toi, Imen, tu as eu du mal à y croire. Ouais, j'ai eu du mal à y croire parce qu'en fait, ce coup de j'ai filmé, puis ensuite j'ai perdu les images, puis je les ai retrouvées 20 ans après, je les ai mis bout à bout, du coup j'en fais un film, ensuite je fais la voix off, je me replonge dans mon histoire, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit ou rapidement, c'est que c'est quand même, si ça retourne en Afghanistan, c'est parce qu'il était endeuillé et que du coup sa vie avait plus trop de sens et qu'il s'est dit il a perdu ses deux parents dans un accident de voiture. Et donc un peu pour foutu, autant partir. Et en fait, ce truc du deuil, moi j'avoue qu'on me met ça au début, je trouve ça hyper intéressant parce que forcément j'ai ça comme prisme, en fait, de me dire là je revois les images d'un mec qui est venu combler quand même quelque chose, chercher quelque chose, même si c'est pas comme le journaliste la vérité, vu qu'on sent que c'est sa quête, mais il y a quand même une quête à lui interne. Donc en fait, on nous la révèle pas et on nous l'amène à un moment dans le film de manière que moi j'ai trouvé complètement fabriquée, parce qu'à nouveau en fait il y a cette voix off et donc c'est le regard rétrospectif de 25 ans où on peut un peu nous raconter ce qu'on a envie de nous raconter aussi. Et du coup moi cette histoire de rêve, de voix, de je mets des inserts, de vagues, etc., pour moi c'est de la fabrication rétrospective à laquelle en fait moi j'ai pas cru et qui m'a personnellement sorti. Pareil, il y a la question de l'humour qui est quand même intéressante, notamment dans cette espèce de montage très pop où on insère plein de choses, il y a tout le temps du bruit, etc. Mais on parle quand même d'un pays en guerre, on parle quand même de gens qui... Alors, spécifiquement, il est plus en guerre. Il est plus en guerre. On le prend dans un espèce de cours entre deux... dans lequel il y a une espèce de forme d'espoir pour la population locale. C'est ça qu'il a voulu montrer. Je pense que c'est pas la guerre en Afghanistan, parce que ça a été beaucoup documenté. Je pense qu'il voulait montrer l'Afghanistan. Et ça, il le fait bien. En tout cas, il y a une envie aussi de... Là, moi, la chose qui m'a intéressée, en fait, c'est l'humain, et c'est surtout ce qui m'a le plus plu, c'est l'utilisation des photos. Parce qu'en fait, il y a ces doubles photos, puisqu'il y a les photos que lui prend. Comme tu l'as dit, il n'est pas photographe, il n'est pas caméraman, il s'improvise tout, il n'est rien. Il les prend en couleur. Elles sont improbables, contrairement au photographe qui est un vrai photographe pour Le Monde, pour Libé, qui fait des photos en noir et blanc hyper tragiques. Et du coup, en ça, moi, c'est le point d'intérêt que j'ai eu. Donc, au-delà de juste lui et du montage, c'est son regard sur ces gens, parce qu'il vient chercher l'humanité chez les gens, où là, ça m'intéressait. Malgré tout, je trouve que son histoire intime reste, à mes yeux, un peu trop nombriliste et fait de l'ombre quand même au vrai sujet, enfin en tout cas à ce qui moi m'apparaissait comme le vrai sujet et que j'ai pas retrouvé dans ce film. Et je pense qu'on va tous te rejoindre sur le fait que c'est le point faible du film, et qu'effectivement notamment le moment où il arrive à cette fameuse rivière Boom et où d'un coup on a une espèce d'incursion quasi fantastique avec ses parents, c'est probablement le vrai point faible du film. Laurent? En fait, c'est le seul truc qui m'a pas intéressé dans le film. En fait, je suis assez d'accord avec toi, c'est vraiment le truc qui est pas réussi, parce que finalement j'ai pas besoin de cette entrée-là pour pouvoir en fait être fasciné par ce qui se passe dans le film. Je serais pas aussi dur que toi là-dessus, parce que dans le fond ça intervient assez peu, c'est quand même pas le cœur du documentaire, à mon avis, pour moi en tout cas. Que c'est juste une espèce de point d'entrée pour lui, d'essayer en gros d'expliquer son cheminement et ce qui lui est arrivé finalement psychologiquement, mais je sais même pas si c'était nécessaire, ou en tout cas on aurait pu y passer moins de temps et ça aurait pu être fait de manière un peu plus élégante en tout cas.
Mais dans le fond, pour moi, on n'en est pas là. C'est-à-dire que ce qui est fort en fait dans un documentaire, c'est d'expliquer, de montrer des choses que d'autres n'ont pas montré, n'ont pas expliqué, ou qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas compris. Et en fait, ce qui est fou dans ce documentaire, c'est qu'il a été tourné il y a 20 ans et qu'il raconte quelque chose qu'on a vécu il y a très peu de temps. C'est-à-dire que l'Afghanistan, c'est une histoire excessivement compliquée qui résume d'ailleurs un peu au début du film, ce qui est bien, parce que j'avoue, c'est quand même vraiment le bordel. Et en fait, il arrive en fait à nous montrer à quel point cette invasion américaine en fait est vouée à l'échec depuis le début, qu'il n'y a rien en fait, qu'ils font n'importe quoi, que tout le monde fait n'importe quoi, et on enchaîne comme ça tous les moments insensés, tous des trucs de plus en plus fous qui leur arrivent et qui sont presque irréels et que je trouve dingue, vraiment dingue. C'est-à-dire que moi j'ai appris des choses, j'ai compris des choses et j'ai vu des choses folles que j'ai jamais vues ailleurs. Et dans le fond, quand je vais voir un documentaire, en particulier un documentaire sur un pays, sur une histoire particulière, c'est ça que je viens voir. Et je trouve qu'en plus d'être drôle et d'être bien mis en scène, ça fonctionne, ça marche, quoi. C'est même mieux que ce à quoi je m'attendais. Et on se disait hors antenne, effectivement, que ça aurait été un film de fiction, on n'y aurait pas cru. Manon, c'est aussi un vrai road trip dans lequel il y a des vraies scènes d'aventure, enfin la traversée d'un tunnel glacé, une nuit sur les bords d'une rivière qui peut déborder à tout moment. Ouais, c'est ce que je voulais ajouter, c'est que c'est un film qui est vraiment... on dit que c'est un documentaire, je pense que c'est sa première, effectivement... caractéristique, mais c'est un film qui est quand même vraiment complètement hybride, quoi. Il y a du body movie, il y a du coming of age aussi un peu quelque part, avec son histoire de deuil qu'il arrive un peu à guérir quelque part à la fin. C'est un making of, c'est aussi quand même un reportage de guerre, c'est une archive totalement singulière et inédite sur l'Afghanistan. Et en fait, il fonctionne, je trouve, à plein de niveaux. Moi, j'ai une petite réserve sur... effectivement la voix off et des fois les effets un peu cheapos qui effectivement sont un peu fabriqués. Peu YouTube 2010 hein. Ouais, complètement. avec les cartes un peu animées et tout ça, c'est un peu cheap, mais bon, je pardonne tout ça parce que moi j'ai trouvé mon compte. Imen, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je t'ai face à 3 personnes qui sont folles du film. C'est génial, mais tant mieux pour vous. Franchement, moi, j'y allais pleine de bonne volonté aussi. Non, la chose qui m'a intéressée aussi, tu l'as un peu évoqué, c'est quand même pour moi un film de body movie parce que ces gens n'avaient rien à faire ensemble à la base. Dès le début, on nous explique que même ce journaliste-là, en fait, ils se connaissent un peu, mais pas tant que ça, que ce photographe, ils s'entendaient pas. Et du coup, moi, ce que j'ai aimé, en fait, j'ai essayé de m'intéresser à des petits trucs à droite à gauche, comme le tout pour moi fonctionnait pas suffisamment. C'était aussi la découverte en fait des uns et des autres et la création de dynamiques aussi d'amitié, de relations et de comment. Ils sont dans une arène qui est, comme vous l'avez dit, complètement absurde. Et donc, c'est comment est-ce qu'on s'entraide aussi là-dedans et comment est-ce qu'on essaie d'injecter un peu de l'humour pour pas non plus sombrer, parce que mine de rien, il y a de la violence. Et j'ai aimé aussi sur ce personnage-là principal, le réalisateur. Claude, ouais. Et en ça, la fiction aussi aurait pas forcément réussi à nous donner ça. Il y a une évolution de personnage, en fait. C'est que même si pour moi, c'est complètement fabriqué, son histoire de rivière, etc., il y a quand même une évolution entre un mec qui a peur de tout et qui, à la fin, et le mec téméraire qui décide d'y aller et de foncer dans le tas. Et ça m'a intéressée aussi, juste en termes de développement de personnage. Mais du coup, voilà, j'ai pris un peu des miettes à droite à gauche. Moi, je trouve que tu trouves beaucoup de trucs réussis pour un truc que tu n'as pas trouvé très réussi. En fait, c'est ça, c'est que j'ai des points d'intérêt à droite à gauche, mais le tout en tant qu'objet filmique de 1h40 où je me déplace en salle, pour moi, ça m'a pas convaincu. Et notamment pour ce que tu as dit de ce montage que moi, j'ai trouvé complètement cheap et de cette voix off que j'ai trouvé trop fabriquée et qui m'a complètement sorti des images, parce qu'il y a aussi un manque de confiance dans les images par moment, où on vient nous expliquer ce qui est dit, où on vient nous redire les dialogues au-dessus des images et qui, moi, m'a sorti. Voilà. Mais c'est des images qui sont par moment, je pense que la voix vient aussi pallier au manque par moment d'archives, au fait qu'on est sur des photos fixes. Je sais pas ce que tu en penses. Mais... Moi, je trouve qu'en fait, bon, alors, on a interviewé le réalisateur. J'allais le mentionner. Voilà, que tu allais mentionner, mais je vais le dire, on a interviewé le réalisateur, on va vous mettre l'interview qui va être disponible. C'est ce qu'il a dit, en fait. Le problème, c'est que comme il a perdu ses archives pendant 20 ans, il a dû, en fait, trouver des combines pour essayer de tout raccrocher un peu ensemble. Et en fait, c'était pas simple. Je suis pas certain que ce soit un très grand spécialiste de ça aussi, et donc à ma connaissance c'est son premier film, donc en fait moi je pardonne un peu ses maladresses dans le fond, parce que tout le reste est tellement bien que ça fonctionne pour moi.
Ouais, on vous encourage quand même, malgré les réserves d'Imen, vivement à aller voir River Boom en salle. Et comme Laurent vient de le mentionner, on a interviewé le réalisateur Claude Béchold et notre interview est disponible évidemment sur toutes les plateformes sur lesquelles on existe. Le deuxième film dont on débat ce soir, c'est The Outrun, le retour de Saoirse Ronan devant la caméra qu'on adore. On écoute la bande-annonce. Sometimes you can feel a vibration in Orkney. A low rumble. It takes over the whole island and every part of your body. But there is only so much height any wave can sustain before it comes crashing down. I'm sorry. I can't hear you say that again. I wish you were a completely different person. The urge to drink can come out of nowhere. You think you're doing well. Suddenly you want nothing more than a drink. How does London compare to Parby? A bit more going on, I guess. So how long do you think you'll stay here for? The Outrun, c'est l'histoire de Rona qui brûle sa vie par les deux bouts dans les nuits londoniennes et puis ensuite après l'échec de son couple et elle doit faire face à ses addictions et elle trouve refuge dans les Orcades qui sont des îles au nord de l'Écosse. Elle vient de là. Rona, elle est interprétée par Saoirse Ronan. Roman, et je le disais, on l'adore. J'ai failli t'appeler ça me va, Rona. Franchement. Oui, en effet, c'est interprété par Saoirse Ronan que moi, j'avoue, dès qu'elle joue quelque part, je cours la voir. Ce qui est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai été un peu déçue par le film, même si pas du tout par son interprétation. Je vais revenir là-dessus, mais en fait, j'aurais presque aimé qu'elle joue un peu plus mal parce que le film est trop intense. C'est un peu le premier défaut que je lui trouve, que je vais développer. Mais en fait, du coup, elle aussi est très intense et comme elle joue très bien, j'étais juste épuisée à la fin du film et c'est un petit peu la raison pour laquelle je suis déçue. Voilà. Manon, est-ce que toi aussi tu as été épuisée par cette Outrun qui porte très bien son titre ? Épuisée, non, parce que moi j'ai été complètement obnubilée par ces paysages. C'est ma future destination de voyage. Je rêve d'aller là-bas. J'ai trouvé ça incroyable. Donc non, moi je suis d'accord qu'il y a trop de lyrisme parfois dans le film, mais non, moi ça m'a mis dans un espèce d'état pas second, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Roman, The Outrun, c'est donc l'histoire de quelqu'un qui fuit, qui combat ses addictions. Et c'est l'adaptation d'un roman, mais je pense que personne ici ne l'a lu. Non, complètement. Je ne l'ai pas lu, de Amy Liprot. Mais c'est un best-seller. Qui est un roman autobiographique. Donc, peut-être, et qui d'ailleurs, je crois, il y a eu la participation, il me semble, de Amy Liprot dans le scénario, ce qui est aussi peut-être la raison pour laquelle c'est bancal, à mon sens, je ne sais pas. En tout cas, en fait, moi, je trouve que ce qui m'a empêché, disons, de rentrer dans le film, déjà, je trouve qu'il est vraiment trop long, mais surtout, je trouve qu'il a un problème d'équilibre de manière assez générale, et surtout, dans la tonalité, c'est ce que tu disais, Manon, mais c'est que c'est du coup un film qui se veut assez lyrique. Il y a beaucoup d'onérisme dans le film, notamment grâce aux paysages. Vous l'avez entendu dans la bande-annonce, mais il y a plein de trucs de référence sur le vent, sur la mythologie aussi, qui est super intéressante. Mais en fait, je trouve qu'il s'y perd parce qu'on a à la fois d'un côté ce lyrisme-là et de l'autre, on a un truc qui est au contraire très réaliste. Et en fait, je trouve que le tout ne fonctionne pas ensemble parce qu'on a des scènes avec Saoirse Ronan qui joue tellement bien que moi j'ai l'impression que qu'on m'a juste fait une captation et à la fois un truc complètement artificiel qui est voulu comme tel mais qui du coup ne trouve pas une tonalité qui je trouve fonctionne, en tout cas qui est maîtrisée tout le long du film. Je trouve que ça fait un peu genre on balance d'un côté et de l'autre et ça fonctionne pas toujours. C'est ce problème d'équilibre, moi je le retrouve aussi dans l'espèce disons de lourdeur en fait du film, c'est-à-dire qu'on a des métaphores en permanence et à la fois beaucoup de moments de poésie et que je m'y retrouve pas dans les moments où c'est très subtil, où ça va être très bien joué, c'est fin, etc., dans des dialogues, etc., et des moments où ça va être extrêmement lourd avec une pomme qui a été mangée et donc c'est du coup elle a péché, elle a bu, enfin voilà, je sais pas, je me retrouve pas dans métaphore biblique ouais. Un peu appuyée. Toi Manon, au contraire, c'est cette poésie qui t'a emporté ? Alors je sais pas si c'est cette
poésie, moi, c'est vraiment le... En fait, je pense qu'on va être assez d'accord sur les défauts du film, mais moi, c'est vraiment le tout qui m'a emporté. Je trouve que... Alors déjà, dépeindre l'alcoolisme à l'écran, je pense que c'est très difficile. C'est rarement très bien fait. Là, bon, le fait que la principale intéressée ait participé au scénario, je pense qu'elle a été présente sur le tournage aussi, parce qu'elle fait un petit caméo à un moment dans le groupe de baigneuses. Donc, je pense qu'elle était assez présente. Saoirse Ronan est aussi productrice, donc je pense qu'elle s'est impliquée à plein de niveaux dans le film, et son interprétation qui est vraiment jouer des scènes où tu es en état d'ébriété, je pense que c'est vraiment compliqué. Elle, je trouve que vraiment elle les fait très bien, ces scènes de fête et d'euphorie à Londres. Bon, il y a des moments où elle est genre vraiment dans un sale état, mais d'autres moments où c'est censé être la fête, c'est joyeux. Moi, elle me brise le cœur. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une actrice de fou, et dans ce film, elle est vraiment immense. Et moi, je trouve qu'au contraire... Alors, il y a des choses assez fabriquées. La narration, elle est un peu trop... En fait, c'est une narration complètement fragmentée, où on a plein de flashbacks, plein de trucs et tout. Et ce qui nous donne la temporalité, c'est sa couleur de cheveux qui change. Machin. Ça, je trouve ça un peu gadget. Le bleu et l'orange. Voilà, exactement. Et quand ça repousse, c'est qu'elle est en phase 2. Et ça, je trouve ça un peu gadget. Je trouve qu'il y a trop de coupes. Ça peut nous perdre un peu. Et du coup, je trouve que notre attention est un peu trop focalisée sur essayer de comprendre où est-ce qu'elle en est dans le stade de son sevrage. Ça, c'est un peu dommage, mais je trouve par contre que ce qui en revanche s'intègre très bien, c'est comme tu l'as dit, toute cette mythologie des orcades, et il y a plein de métaphores autour de elle, comment elle trouve sa place aussi dans cet habitat naturel, alors qu'à la base c'est pas ça. Enfin voilà, je trouve que tout ça s'intègre très très bien. Et puis c'est son habitat naturel, son habitat de départ, elle a grandi là-bas. Oui, c'est vrai, mais elle appartient plus du tout là, et elle a vraiment un truc, je trouvais, presque animal dans la façon dont elle se réintègre là-dedans. Mais d'ailleurs, on te le rappelle souvent que c'est son habitat de base, puisque justement, comme disait Manon, la structure est faite du coup la chronologie est complètement dispersée, c'est pas du tout linéaire, et donc on a des espèces de flashbacks. Je suis pas contre les flashbacks quand ils sont bien utilisés, mais en fait, le problème de ce truc-là, c'est encore une fois ce que je dis, c'est que c'est too much, il y a partout. Et donc dans la structure aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir des flashbacks de quand elle était gamine, parce que en fait, moi j'avais l'impression à la fin qu'ils avaient fait une poupée vaudou de Saoirse Ronan et qu'ils lui mettaient des pics, parce que non seulement elle est alcoolique, elle s'en sort pas, son copain la quitte pour cette raison, elle manque de se faire violer parce que, en tout cas, clairement, il y a un problème à un moment, on voit pas trop exactement ce que c'est, mais aussi son père est bipolaire et donc il fait des crises, etc. Donc quand elle était petite, c'était très difficile, sa mère s'est perdue dans la religion, donc en fait, elles se comprennent plus du tout. Mais c'est peut-être à l'origine de son voilà, alcoolisme, mais c'est ce qu'on essaye tout à fait, c'est ce qu'on essaie de te faire comprendre vraiment, mais ce qu'on l'a compris amplement, et il suffisait en fait de mettre un de ces trucs-là. Ça suffisait pour qu'on comprenne un espèce de lien. Et d'ailleurs, je suis pas non plus pour faire un espèce de truc de psychologie. À la fin, ça devient un peu ça. C'est que on nous caricature. Enfin, c'est pas une caricature, parce que je trouve que le film, comme tu disais, Manon, je trouve que quand même, il arrive, et c'est le point positif du film, à représenter l'alcoolisme et l'addiction en fait de manière assez magistrale, ça quand même, je veux dire. Mais en nous rajoutant tellement de choses autour, et encore une fois, autant dans la narration que dans la forme, parce que la structure, parce que la façon dont c'est filmé, parce qu'on rajoute la mythologie, le vent, les sons, enfin tout est tellement exacerbé que moi j'ai vraiment eu du mal de m'accrocher au film, parce que c'était pas juste inconfortable, ce qui peut être ce qui peut être cool dans certains films, c'était pénible à la fin. Et c'est pour ça que je dis que je suis fatiguée, en fait, c'est que je sors du film, j'ai été un peu éprouvée, et surtout il y a un truc qui est devenu pénible. Moi je me demande en fait à la fin quel a été l'intérêt en fait honnêtement de la réalisatrice et des scénaristes de faire ce film. C'est-à-dire que je suis censée aller au cinéma et ressortir avec quelque chose, j'ai l'impression d'avoir perdu mon énergie et pas d'avoir gagné grand-chose, si ce n'est juste d'avoir vu Saoirse Ronan à l'écran. Et c'est là où je me questionne en fait encore une fois sur la nécessité de faire ce film. Parler peut-être de cette addiction, d'alcoolisme. Oui, mais qu'est-ce que ça raconte de nouveau là-dessus, à part que c'est très bien interprété, je sais pas. C'est ça où je pensais pas pour être... c'est une question sincère que je me pose. Je dis pas que c'est tout noir tout blanc, juste je suis sortie de là en me posant la question, et je pense que c'est quand même problématique. Je pense que la raison, en tout cas ce qui explique Saoirse Ronan en interview, la raison pour laquelle elle a voulu adapter, ça vient d'elle en fait à la base, adapter ce livre. Alors déjà de 1, c'est parce que son copain, son mari est écossais, et qu'ils avaient envie de raconter des récits un peu de l'Écosse, qu'on voit, toute cette mythologie et cette culture qu'on voit, parce qu'elle est irlandaise, mais bon, bref. Et je pense aussi, deuxième raison, c'est que on parle de l'alcoolisme d'une femme jeune. Alors bon, elle a un passif familial un peu lourd, mais elle a fait un master de biologie, elle est très éduquée, tout ça, elle est bien entourée, elle a plein d'amis, elle a un mec super et tout. Et ça, on le voit un peu moins quand même au cinéma. Souvent, alcoolisme égale
enfin égale misère, quoi. Et voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'elles ont voulu adapter ce livre. Bon bah futur road trip vers les orcades pour Manon ou bad trip trop intense pour Romane. On ne mettra pas d'accord sur The Outrun, mais au moins vous êtes d'accord sur les qualités et les défauts. C'est un bon début. Tout de suite, c'est l'heure de notre focus. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est ça. À l'occasion donc de la sortie de Nobody Wants This, série rom-com, on va s'intéresser à l'industrie des comédies romantiques. Laurent, donc Nobody Wants This, c'est Christine Bell, une quadra agnostique à la tête d'un podcast sur le sexe moderne qui tombe amoureuse d'un rabbin, mais un hot rabbi, comme ils nous le disent, puisqu'il est interprété par Adam Brody. Donc finalement, c'est un peu Véronica Mars qui imite Seth Cohen, mais je pense que tu n'as vu aucune de ces deux séries. Véronica Mars, j'aurais pu, en vrai, j'avoue, c'est plus... Enfin, ça aurait pu rentrer dans le genre de truc, mais non, j'ai jamais regardé. Newport Beach, c'était pas pour toi? Non. Désolé. Bon, alors qu'est-ce que t'en as pensé de ce Nobody Wants This? En fait, je trouve que c'est vraiment une série Netflix un peu de base où on sent que personne n'a vraiment cherché à prendre de gros risques et personne n'a essayé de trop travailler le truc ou de se prendre trop la tête pour faire quelque chose de vraiment compliqué, solide et intéressant. Je trouve en fait la force de la série, c'est surtout ces deux interprètes. C'est ces deux interprètes. C'est surtout son pitch en fait. C'est l'idée du rabbin un peu beau gosse qui veut essayer de se marier, en tout cas de sortir avec une goye. Ça c'est intéressant en fait, et ça aurait pu être un peu plus problématisé, un peu plus réussi en termes de conflit. Je trouve que en fait tout ça finit par un petit peu vivoter et un peu se laisser faire, sans aller vraiment très loin dans à peu près tous les domaines en fait, même les personnages, les intrigues, les trucs. C'est pas désagréable parce qu'en fait c'est 10 fois 30 minutes et ça se regarde assez bien, mais franchement c'est pas très intéressant. Rita, t'es un peu notre experte quand même des comédies romantiques. Est-ce que toi tu es tombée amoureuse, alors peut-être pas de Nobody Wants This en général, mais au moins du rabbin? Oui, bon, faut savoir que ça fait une semaine qu'Elisabeth et moi, on s'échange des messages très intenses sur Hot Rabbi. Quelques années après Hot Priest dans Fleabag, je dois dire que c'était très rafraîchissant. Body Movie qui les réunit tous les deux. Hein. Je croyais que tu allais dire à quand le Hot Imam et pourquoi pas aussi. Enfin, mais donc du coup, qui jouerait le Hot Imam? Ramsey. Non. Quoi? Je sais pas. Ouais. Bon, alors avant d'enterrer ma tombe, pour moi c'est une série vraiment délicieuse. J'ai vu tous les défauts du monde. Je n'ai aucun problème à les pointer du doigt. Je sais qu'on va le faire de manière très méticuleuse. Mais d'abord, l'alchimie entre Adam Brody et Kristen Bell, c'était oui. Pour moi, en plus Kristen Bell, sa voix m'évoque trop la Reine des Neiges, donc c'est compliqué pour moi. Gossip Girl quand même. Bien sûr, mais elle fait pas sa voix Gossip Girl, alors que sa voix naturelle se rapproche de la Reine des Neiges. Et pour autant, dès que la série a commencé, mais en fait, même leur première rencontre à tous les deux dans cette soirée où elle porte un manteau en fourrure et où il se fout de sa gueule pour ça, l'alchimie était tellement forte que j'étais là, quels que soient les défauts de cette série, jusqu'à la fin, je vais être amoureuse et je vais être addict. Je l'ai bingé en 2 jours. C'était merveilleux. Et on a eu un grand débat avec les filles d'Extraordinaire sur est-ce qu'on regarde une rom-com pour le fantasme ou est-ce dire les filles de la perche dans le cadre. Pour les filles de la perche. Extraordinaire, c'est notre ancienne vie, Rita. Je sais, je suis assez mais dédicace à notre ex-podcast. Donc avec les filles de la perche dans le cadre, on a eu un grand débat sur est-ce qu'on regarde une rom-com pour un fantasme, pour se projeter dans quelque chose qui n'existe pas forcément, ou est-ce qu'on regarde une rom-com pour quelque chose de merveilleux, mais qui pourrait exister dans la vraie vie. Manon, ce Nobody Wants This, toi, t'es un peu plus comme moi, t'es un peu mi-figue, mi-raisin ou mi-concombre pour faire une dédicace à Rita. Comme Rita, je l'ai binge-watché en 2 jours. J'ai passé un excellent moment. Mais effectivement, tout le monde ne peut pas être le hot priest, quoi, vraiment de Fleabag. Et là, clairement, on est vraiment en dessous. Tout repose effectivement sur l'alchimie de ces 2 acteurs. Alors moi, Newport Beach, j'ai jamais regardé, mais Kristen Bell, je sais pas pourquoi, elle a un capital sympathie pour moi qui dépasse l'entendement. Et dès que je la vois, je souris et je l'aime trop. Et du coup, voilà, c'était la régalade. Et vraiment, ils ont une... Alors, un des problèmes de la série est qu'ils ne vont absolument pas ensemble, mais la série n'en fait pas vraiment... Enfin, ne traite pas ce sujet alors que vraiment, ils vont pas ensemble. Mais par contre, les 2 acteurs ont une super alchimie
Et tout repose là-dessus. Je pense que si ça avait été une série en plus d'épisodes, ça aurait été mieux parce qu'en fait, il y a tellement de sujets intéressants au-delà de la religion et de la foi et de est-ce que tu te convertis par amour et tout ça. Des sujets peut-être plus superficiels mais trop intéressants, notamment cette petite phase de dégoût que tu peux avoir parfois. Ça, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, c'est dommage parce que c'est réglé en 2 minutes alors que je trouve qu'on aurait pu faire tout un épisode là-dessus. Donc voilà, en fait, ça va trop vite. Je pense qu'ils avaient des scénaristes très drôles mais pas de très très bons scénaristes en fait. Bon, moi, en tout cas, je suis un peu plus dure. Je pense que je suis la plus dure finalement autour de cette table sur Nobody Wants This parce que le début m'a plutôt amusée, convaincue, etc. Je dois admettre quand même qu'à partir de l'épisode 6, j'ai trouvé vraiment ça a commencé à me poser un vrai problème que l'éléphant au milieu de la pièce n'est jamais traité, que c'est jamais dramatisé, et donc j'ai été un peu plus agacée en fait par la fin de l'éléphant au milieu de la pièce. Le fait qu'il soit un rabbin quoi. Et je veux dire ça commence à être vraiment, c'est traité dans le dernier épisode quoi, et je trouve que c'est un vrai problème. Mais pour parler un peu plus largement des comédies musicales, c'est une industrie. Comédie romantique. J'ai dit quoi? Musical. Ça peut y avoir les deux. On peut parler des deux, mais non, ce soir on va parler des comédies romantiques. Mais c'est bien parce qu'en fait j'ai écrit comédie musicale sur mon texte, donc comme ça je suis sur de bonnes rails. Rita, c'est un genre qui est très codifié. Et du coup, tu dois faire le focus en chantant, t'as pas dit? Ah ouais, ok, très bien, il y a des rimes partout. Juste avant ça, sur la question de... Il n'y a pas assez d'épisodes, pas assez développés, et on va peut-être rentrer par l'économie, du coup, si ça t'embête pas, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, les séries, on est tellement plus habitués au format de série habituel, donc des 24 épisodes, une saison qui se finit en mai, qui reprend en septembre, qu'on n'a plus le temps, effectivement, dans une série qui est censée être une comédie romantique avec des petites teintes de drame, comme tu disais, où en fait, on a envie de dramatiser davantage le vrai problème de la série, qui est qu'il est rabbin, et elle, c'est pas qu'elle a une autre religion, c'est qu'elle n'a pas de religion, et c'est plus difficile, à mon sens en tout cas, d'être avec quelqu'un qui n'a pas de religion qu'être avec quelqu'un qui croit quand même à quelque chose, parce que ça veut dire que sur les fondements même de la relation, il y a un truc de ne pas croire à quelque chose de mythique, mystique, ouais. Et moi je trouve que en fait, vu que c'est 10 épisodes de 25 minutes, on n'a pas le temps de faire autre chose que des moments mignons entrecoupés de petits, comme tu disais, il y a un épisode où le hic est traité sur 5 minutes. Il n'y a pas de conflit quand même, il y a zéro conflit. Je suis totalement d'accord, c'est pour ça que pour moi ça rejoint un des trucs plutôt codifiés dans les comédies romantiques, qui est que les sujets sérieux sont évacués quand c'est un film au moment du All is Lost en 5 minutes. C'est-à-dire au moment des 2/3 du film, quand on a un problème fondamental qu'il faut résoudre avant la fin heureuse. Et les comédies romantiques sont hyper codifiées, effectivement. Pourquoi? Si vous en avez vu au moins une dans votre vie, vous savez qu'il y a un meet cute, c'est-à-dire le moment où les 2 personnages principaux vont se rencontrer et partager un moment mignon. Dans la série ici, c'est le moment dans la cuisine de chez leur ami. Il va souvent y avoir, c'est souvent un couple hétérosexuel qui habite dans une grande ville américaine. Là, c'est Los Angeles, qui est très bien filmé d'ailleurs, je trouve. On a des estats très jolis. Je savais même pas que c'était Los Angeles. Je me suis demandé quasiment toute la série. Il me semble que c'est Los Angeles. Pour moi, c'est évident. Oui, mais moi, c'est LA. Le film est du point de vue féminin souvent, et on y reviendra après sur est-ce que c'est un genre féministe ou pas. On a des meilleurs amis à qui le héros se confie. Là, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que c'était des frères et sœurs. C'est très rare d'avoir des deux côtés, le frère et la sœur, qui sont la aussi sœur de proches. l'héroïne et le frère du mais voilà. Qui sont hyper fonctionnels, là, vraiment. Exactement. Et encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas il n'y a pas assez d'épisodes en fait pour traiter de ces personnages-là. Et dans un film, on les aurait pas vus non plus. En vrai, c'est des personnages fonctionnels dans les films, mais là, c'est une série, donc on a un peu cet entre-deux chelou. Il y a aussi souvent une amitié fille-garçon de la même orientation sexuelle qui est impossible. Ici, très clairement, ils sont amis pendant à peu près 30 secondes. Il y a beaucoup d'humour qui repose sur les stéréotypes de genre. Ici, on est plus sur des stéréotypes de religion. Et enfin, il y a les variantes, donc les meilleurs amis qui s'aimaient en fait depuis l'enfance, la personne qui a fait le pari de séduire l'autre et y réussit, le mensonge, les deux qui font semblant de s'aimer pour que quelqu'un d'autre y croit. Enfin, quoi qu'il arrive, il y a du mensonge, mais à la fin, ils s'aiment. Et les from enemies to lovers. Il y a souvent des gens qui courent sous la pluie ou qui courent. Là, d'ailleurs, c'est respecté. Quelqu'un qui court pour rejoindre l'autre. Il y a souvent un bisou final avec une caméra qui tourne autour d'eux. Enfin, c'est un genre souvent dans un aéroport. Ouais, alors, moins depuis le 11 septembre, mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est un genre qui est hyper codifié, ce qui fait que pour les gens qui n'aiment pas, c'est trop prévisible. Et donc, quand on regarde une comédie romantique, surtout si elle est mauvaise, en fait, du début à la fin, on est là, oui, bon, c'est une espèce de checklist de ce qui va se passer. Pour les gens qui aiment le genre dont je fais partie, c'est quelque chose de très réconfortant, en fait. Parce que c'est un moment où, quoi qu'il arrive, on sait vers où on va. En fait, c'est ça. Pour moi, tu pointes le vrai truc. C'est-à-dire que c'est une comédie romantique vraiment très lambda. Et je pense que si on n'est pas particulièrement client de ce genre de truc, on va pas forcément apprécier. Moi, les comédies romantiques, je m'en fous un peu. Et en fait, c'est marrant parce que je trouve que je pense que c'est un peu un truc de Netflix aussi. C'est-à-dire que c'est un peu le syndrome Wednesday. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les teen movies. J'ai regardé la série Wednesday, j'ai trouvé ça très sympathique. Mercredi en français. Mercredi en français. Alors que j'aime bien la famille Addams en plus, donc j'aime bien l'univers. Mais honnêtement, c'est pas terrible. Et
Et je le savais en le regardant que c'était pas terrible, mais je trouvais ça amusant parce que j'aime bien le genre. Et je pense que Nobody Wants This, c'est exactement ça. C'est vraiment un produit conçu pour attirer les gens qui aiment le genre mais qui va pas forcément intéresser les autres, même si dans le fond il y a beaucoup de problèmes, c'est pas terrible, mais c'est pour les fans, quoi. Et tu viens de parler du fait qu'effectivement on est sur Netflix. Les comédies romantiques récemment, Rita, ont migré vers les plateformes. Déserté les salles, migré vers les plateformes. En fait, ils font partie de tous ces genres de films qui sont des films de budget moyen, qu'on ne voit plus en salle de cinéma parce qu'ils ont trouvé leur place sur les plateformes. Et c'est aussi pour ça qu'on a perdu en qualité, parce qu'ils deviennent des espèces de films qui au départ seraient sortis soit sur DVD, soit en film pour la télévision, en téléfilm, qui aujourd'hui se trouvent dans un budget un peu plus moyen, un peu plus fort, dans les 20-30 millions, et qui se retrouvent sortis sur les plateformes. On peut avoir des pépites de temps en temps. L'ennui avec ça, c'est que là, on en a fait une série. Et je pense que c'est pour ça qu'on a autant de mal à l'estimer. Parce qu'on attend d'elle qu'il y ait plus que 2 personnages, en vrai. Normalement, dans une série, on n'a pas que 2 personnages principaux. Surtout quand c'est une série de plus que 6 épisodes, ce qui est le cas ici. On attend d'elle en même temps que tous les problèmes soient résolus à la fin de la première saison. Mais qu'il y ait des choses installées pour la saison 2, ce qui est le cas. Et pour moi, tout va se jouer sur la saison 2. Là, c'était marrant, plaisant. Pour moi, si la saison 2, après une telle réussite, ou même Kim Kardashian l'a mis en story, donc je pense qu'ils se sont fait bien beaucoup d'argent Netflix, ils ont intérêt à faire une saison 2. Pour moi, si cette saison 2 ne règle pas le problème, en tout cas la question de la religion et de tous les autres points sur lesquels ils sont pas faits pour être ensemble, mais qu'en fait il y a une telle alchimie qu'ils veulent quand même être ensemble, là c'est raté. Mais pour moi, j'ai une assez grande largesse sur cette série parce que je pense, non mais pour de vrai, je pense que c'est déjà assez miraculeux, j'exagère, mais c'est assez bien déjà qu'on ait une rom-com qui soit pas médiocre. C'est-à-dire que c'est tellement pas médiocre que ça nous a donné envie de parler de toutes les bonnes rom-com qu'il y a. Médiocre dans le sens de moyen ? Non, ok, c'est pas raté. D'accord. C'est ça que je veux dire. C'est peut-être médiocre, même si moi je tends quand même au médiocre plus, on va dire. Mais c'est pas raté. Et c'est tellement, quand on regarde The Irish Wish, qui est la rom-com Netflix qui a le plus marché ces dernières années avec Lindsay Lohan, ça c'est pas possible. Ça, c'est un torchon fait en IA. Nobody Wants This, c'est déjà mieux. Alors, c'est du nivellement par le bas, d'accord, mais c'est mieux, je trouve. Franchement, ça manque cruellement d'ambition, quoi. Et tu parles de budget et de trucs. Je pense qu'avec le même budget et avec juste un tout petit peu plus d'ambition, on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup mieux construit, beaucoup mieux fait, qui se serait pas terminé au même endroit, qui aurait pas été pareil, mais qui aurait été beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sérieux, ou s'il avait traité en fait ces sujets mieux, quoi. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi, et c'est pour ça que je te disais, ces films de plateforme, au départ, avec les mêmes budgets, ils seraient sortis en salle et mieux, mais maintenant, avec ce genre de budget, ils sortent sur plateforme et pas aboutis, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est des films et en plus, maintenant, quand ils sortent en salle, les gens ne vont pas les voir parce que tu vas au cinéma que si c'est soit un film ultra indé et t'es cinéphile, soit un gros blockbuster. Mais les films de budget moyen, notamment les films d'action ou de genre la comédie romantique, les films d'horreur, ça commence à revenir. Il y en a de moins en moins en salle. Et c'est intéressant en fait qu'on parte d'une comédie romantique qui est finalement assez médiocre pour finalement nous parler des codes du genre, etc., plutôt que d'une qui serait dans le haut du panier qui ferait figure d'exception. Manon, néanmoins, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant dans Nobody Wants This, c'est le fait que les personnages soient des quadras. On a alors, de plus en plus, et tu vas nous le dire, l'habitude de voir des héroïnes qui ont passé la quarantaine, mais pendant longtemps, c'était impossible. Oui, alors là, c'est effectivement que des quadras. On ne peut pas dire qu'on parle de personnes âgées, mais en fait, c'est quand même des acteurs qu'on a connus jeunes, en fait. Même, voilà. Et du coup, presque ados, en fait. Ouais, c'est ça, on les a connus il y a 20 ans. Et du coup, voilà, ils les font quand même, ils les font vieillir à l'écran. Et ça confirme une tendance qu'on observe quand même dans les rom-coms américaines en ce moment. Alors je vais l'appeler très grossièrement, mais la rom-com MILF, où le personnage féminin est donc beaucoup plus âgé que le personnage masculin. Qui n'est pas là, ils ont tous les deux la quarantaine. Voilà, c'est ce qui n'est absolument pas le cas ici. Parce que, voilà, on assiste quand même à un certain renouveau, parce que quand on pense à la MILF au cinéma, ça reste quand même vraiment American Pie, qui vient immédiatement. Mais voilà, qui était sexualisée, qui était fétichisée. Enfin voilà, cette différence d'âge servait de... Elle était complètement fétichisée. Il y a un article de Vulture que j'ai lu qui est assez intéressant, qui disait que pendant longtemps, la MILF, elle a été l'objet du film et rarement le sujet. Et donc là, c'est un peu en train de changer. Avant American Pie, ce sujet est quand même pas nouveau. Avant American Pie, il y avait eu d'autres comédies romantiques, ou en tout cas des films sur la différence d'âge. Je pense à un film qui s'appelle The Graduate de Mike Nichols avec Dustin Hoffman. Le lauréat en français. Le lauréat en français, exactement. Ce soir. Où là, la cougar, elle était plus vue en fait comme un danger. Et donc c'est l'histoire d'un étudiant qui est séduit par une femme plus âgée. En vérité, et ça c'est un vrai problème à Hollywood, il était censé avoir 20 ans. En
vrai, il en avait 30. Et la femme mûre, qui était supposée être beaucoup plus âgée que lui, elle était jouée par une actrice qui avait en fait 36 ans. Anne Bancroft, la reine. Exactement. Alors que je crois que dans le film, elle est censée avoir le double, quoi. Donc bon, bref, c'est tout un sujet. Mais ça, c'est un autre sujet sur Hollywood et son rapport à l'âge. C'est quand même très, très compliqué. Il y a aussi eu plein d'autres rom-coms du genre que la différence d'âge soit le sujet ou pas. Moi, je pense par exemple à Trop jeune pour elle de Amy Heckerling avec Paul Rudd et Michelle Pfeiffer. Il y a eu Don John aussi avec Joseph Gordon-Levitt. Dans un registre comique, il y avait eu Séduis-moi. Enfin voilà, tout ça n'est pas nouveau. Mais là, je trouve qu'on est sur... en fait, tu parlais des plateformes tout à l'heure. Là, il y a eu un enchaînement quand même sur Netflix où on a eu, en 2023, coup sur coup, la sortie de The Idea of You de Michelle Showalter et A Family Affair de Richard LaGravenesse, qui sont donc deux rom-coms extrêmement mainstream sur des cadras et quinquas qui sont dans une relation avec des hommes beaucoup plus jeunes. Là, je trouve que dans ces deux-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant la différence d'âge qui est le sujet, c'est plus le fait que les deux hommes en question soient vraiment des célébrités, et c'est plus ça en fait qui pose problème. Donc en fait, ils évitent aussi un peu le sujet, mais qu'elles sortent, voilà, coup sur coup, je trouve ça assez intéressant. Et on n'a pas fini d'en voir parce que il va également y avoir toujours sur Netflix, je crois bientôt, un film qui s'appelle Lonely Planet avec Laura Dern et Liam Hemsworth, je sais jamais le dire. Et ça a donné aussi un espèce de... ça a fait des petits, en fait, ce genre-là. Parce que Nicole Kidman, elle va aussi bientôt remettre ça dans un thriller érotique qui s'appelle Baby Girl avec Harris Dickinson. Il y a Olivia Wilde aussi dans un film qui s'appelle I Want Your Sex avec Cooper Hoffman. Et donc là, c'est en train de migrer vers aussi du thriller érotique. Et je trouve ça intéressant. Pour le moment, on reste quand même dans des canons assez... Enfin, c'est des femmes blanches, riches, qui sont censées être plus âgées mais qui ne font absolument pas leur âge, et peut-être que on va en avoir pour notre argent du côté du cinéma américain indépendant, parce que bientôt sort une autre comédie romantique exactement dans ce même genre qui s'appelle Between the Temples de Nathan Silver avec Jason Schwartzman et Carol Kane, qui est aussi sur ce sujet-là, mais traité de façon vraiment différente et de façon très jolie et très subtile, que je vous conseille de checker quand ça sort. Ça sort en France fin octobre, il me semble. Et je continue mes traductions en disant que The Idea of You et l'idée d'être avec toi en VF. Finalement, la France était assez, cool. Assez précurseuse, non, puisque tu nous parlais de The Graduate, mais qui était vue sur le versant négatif. En France, on a eu 20 ans d'écart, Romane, qui est une de tes comédie romantique préférée. Complètement. C'est la première fois que je viens parler dans ce podcast et vous me faites déjà parler de Virginie Fira, mais vous l'aurez voulu. Quelle surprise. Quelle fierté. Mais non, oui, ça fait partie de rom-com doudou que je pense que je regarde une fois tous les 2 ans, une fois par an, et qui traitait vraiment déjà de ce sujet-là, effectivement, il y a longtemps, parce que je sais pas quand est-ce que c'est sorti, mais ça fait un petit moment maintenant, donc finalement on était peut-être un petit peu visionnaire, et qui traite vraiment de cette question-là, de la différence d'âge. Et d'ailleurs, ce que moi je trouve assez amusant dans cette comédie romantique, plus je la revois, c'est à quel point le personnage de Virginie Fira, du coup, qui est plus âgé que Pierre Ninet dans le film, enfin, et dans la vie, ne le voit pas du tout comme justement un potentiel personnage qui pourrait devenir une romance ou quoi. Et donc, c'est rigolo de voir comment ça se tisse au fur et à mesure et comment ça finit par rentrer dans sa tête, d'abord par une raison qui n'est pas, en fait, de sa propre tête et de son propre cœur, si je puis dire, puisque c'est par le boulot qu'elle va s'inventer une romance avec lui, qui va du coup naître au fur et à mesure un peu plus tard. Mais effectivement... Non, mais tu me permets une transition quand même vers la question qu'on se pose, Rita, de savoir si les comédies romantiques sont féministes. Moi, je sais que 20 ans d'écart, alors je ne l'ai pas revu depuis sa sortie, mais quand je l'ai vu, je me suis quand même fait la réflexion à plusieurs reprises que si on avait inversé les genres, le film aurait quand même été assez problématique, ce qui me fait dire qu'il y a quand même un petit souci dans le film. C'est-à-dire que je trouve que, pourquoi je le trouve un peu problématique, c'est que le personnage de Pierre Ninet, je trouve, est un peu un non-personnage. C'est-à-dire qu'il est amoureux, et il s'en prend quand même plein dans la gueule, il reste amoureux, et finalement, lui, ses sentiments, je trouve, sont pas 100% pris en compte. Enfin, voilà, ça m'avait un peu gênée à ce niveau-là. En fait, moi, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que inverser les genres dans des films qui parlent de rapports de force différenciés dans une relation, c'est pas forcément pertinent, parce que, au même titre
que, en fait, dès qu'on a une comédie romantique où il y a une grande différence d'âge entre un homme et une femme, déjà c'est souvent le cas, c'est jamais une question, et surtout l'homme ne va jamais se poser la question de est-ce que c'est éthique ou pas. Ouais. Tandis qu'une femme, à l'inverse, et c'est souvent ce qui se passe dans la vraie vie d'ailleurs, elle va beaucoup plus se dire pourquoi est-ce que cette personne devient un objet de désir alors qu'il est plus jeune, est-ce que c'est un manque de quelque chose chez moi? Donc il y a déjà une remise en question, et il y a une espèce d'abandon dans l'amour et pas dans le désir au départ, de vraiment apprendre à connaître la personne. C'est jamais... Ou alors c'est un coup d'un sort, puis réaliser l'âge de la personne et paniquer. Je pense que c'est pour ça que c'est difficile de faire un double standard sur cette question-là en particulier. Et puis surtout, comme tu le disais Manon, les films actuels sur les MILF aux États-Unis, souvent le mec a quelque chose qui fait que le rapport de force est inversé quand même. Donc il est soit célèbre, parfois il est très très riche. Donc il y a souvent des choses qui font que le rapport de force n'est pas tant que ça dominant du côté de la femme en fait. Et maintenant sur la question du féminisme, en fait la comédie romantique ça a existé dès même avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un truc qui venait de la comédie burlesque pour faire marrer les gens. C'était pas forcément axé vers le féminin, sauf qu'au bout d'un moment les producteurs à Hollywood ont compris que les femmes étaient les personnes qui faisaient le choix d'aller au cinéma à ce moment-là, donc on a un peu plus fait des films pour elles. Beaucoup moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, même les comédies romantiques, et c'est à mon sens pour ça, c'est ma théorie sur pourquoi est-ce que ça s'est essoufflé, c'est qu'on a des gens comme Judd Apatow, que je respecte par ailleurs, qui ont inventé la comédie romantique pour les garçons. Ça a fait des films odieux, où en fait on était entièrement du point de vue des garçons. Laurent n'est pas d'accord. Non mais quel genre de film tu parles? Moi non plus. Les films produits par Judd Apatow, je les adore. Mais ce que je veux dire par là, les c'est que 40 ans toujours puceaux. En fait, c'est des films qui ne sont pas faits pour le regard féminin en premier lieu. Mais du coup, est-ce que c'est odieux? On laissera la réponse en suspens, mais pour moi, ça fait que ça a un peu tué le genre, en fait. Ça a fait qu'on n'a plus vu de comédies romantiques qui étaient faites entièrement pour le public féminin et qui, donc, sont pas forcément des bons films. Quand on les revoit, les trois quarts sont n'importe quoi et très misogynes. Et surtout, où installent des standards qui sont... Ils sont misogynes, ils sont souvent très grossophobes, ils sont racistes. Enfin, il y a rien qui va. Par contre, déjà, c'est les seuls du genre dans lesquels on donnait les films à la réalisation aux femmes, ou en tout cas le scénario. Ouais. Et ça, déjà, c'était une manière pour elles de commencer. Et ensuite, il y en a quelques-uns qui réussissent à incorporer des éléments hyper féministes. On pourrait en disserter pendant des heures, mais en l'occurrence, je vous invite à vous intéresser au travail de Nancy Meyers et de Nora Ephron et ce genre de personnes qui ont vraiment essayé, dans la mesure du possible et de leur époque, d'incorporer certains éléments très féministes. Et juste pour rebondir, mais comme on parle justement de thématiques modernes, il y a aussi peu de propositions de rom-com qui soient queer et qui sont bonnes par ailleurs, parce que j'ai l'impression que du coup on n'arrive pas à faire cette espèce de mélange, en tout cas aujourd'hui. Et du coup, petite recommandation, parce qu'il y en a une qui je trouve est extrêmement réussie ces dernières années sur ce sujet, qui s'appelle Bros, et qui réussit justement à intégrer cette idée que c'est difficile de faire des rom-com pour justement des personnes queer ou pour des minorités ou j'en sais rien. En tout cas, d'intégrer ça à la question du film, et c'est complètement fait puisque lui-même est scénariste, ou en tout cas je sais plus ce qu'il fait, mais il écrit, et donc il doit se poser cette question-là lui-même, et c'est juste hilarant comme film par ailleurs. C'est une comédie vraiment romantique. Bon, je pense qu'on pourrait passer l'heure sur les comédies romantiques. Je voulais rebondir sur un truc que disait Rita, où tu parlais de l'âge d'or des comédies romantiques. Si on a aussi peut-être cette tendance de ces MILF rom-com, est-ce que c'est pas aussi un peu, bon, au-delà que la société évolue et qu'on a envie de voir d'autres choses, et aussi, je pense, un opportunisme marketing parce que la Gen Z est peut-être intéressée par d'autres choses, est-ce que c'est pas aussi parce qu'en fait, on n'a plus de grandes héroïnes de comédie romantique comme à l'époque. En fait, nos grandes stars du cinéma, maintenant, ils jouent plus dans des Marvel maintenant. Voilà, ils jouent plus dans des comédies romantiques. Tous par ça pour se faire connaître. Les jeunes premiers et les jeunes premières, ils commençaient en comédie romantique. Et ensuite, ils allaient vers des rôles plus dramatiques. Alors que là, toute la nouvelle garde d'Hollywood, ils en ont pas fait des comédies romantiques, et du coup j'ai l'impression qu'ils sont un peu obligés aussi de reprendre ces anciennes héroïnes de comédies romantiques pour en refaire des nouveaux films plus modernes. Et j'ai appris qu'il y aurait un Bridget Jones 4, donc ce sera peut-être l'occasion de revenir vers la suite. Voilà, de revenir sur la question. Malheureusement, on doit enchaîner. Notre troisième film ce soir, c'est Quand vient l'automne, le nouveau François Ozon. Les premières années avec ma fille ont été merveilleuses. On était en communion totale. C'est après que ça s'est dégradé. Ce serait bien si tu me faisais une donation de ton vivant, pour éviter de payer trop d'impôts quand tu seras morte. Je t'ai déjà laissé mon appartement de Paris. Mais alors? C'est horrible à dire, mais avec nos gosses, on a tout raté. À la fin des bêtises,
Donc, on revient à l'automne, c'est l'histoire de Michel, une petite grand-mère bien sous tout rapport qui vit sa retraite dans un petit village de Bourgogne. Pour les vacances de la Toussaint, elle reçoit sa fille qui vient lui déposer son fils, donc son petit-fils à elle, pour une semaine de vacances. Mais malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Il y a une affaire d'empoisonnement aux champignons. Manon, l'automne, c'est évidemment une saison de la vie. Tu nous parlais tout à l'heure d'héroïne vieillissante. Une saison de la vie. Bon, non, bien sûr. Enchaîne. Moi, c'est ma saison préférée. Donc c'est sa saison préférée, mais on parle souvent de l'automne, de la vie. Écoute, les gens qui sont plus tout jeunes, Ozon, il met à l'honneur 2 comédiennes justement un peu vieillissantes. Hélène Vincent qui a plus de 80 ans, Josiane Balasco qui en a plus de 70. Là, oui, écoute. Je sais pas comment on appelle ça pour les grands-mères du coup. Grandmas, I'd like to fuck. Waouh. Et bien voilà, Manon, des héroïnes vieillissantes de nouveau, très vieillissantes cette fois-ci. Oui, terrible, oui, je suis en train de raconter. Je sais pas comment. En vérité, moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans. Enfin, moi, déjà, Hélène Vincent, genre vraiment, c'est une super actrice quand même. Enfin, elle est vraiment super mignonne et vraiment, moi, juste la voir évoluer dans sa jolie maison de Bourgogne à faire des omelettes aux champignons. Moi, j'aurais pu la regarder. Faire ça tout le film. Malheureusement, le film n'est pas que ça. Mais moi, j'ai quand même bien aimé. Et c'est une histoire d'amitié aussi, de vieilles amies de longue date. Et moi, j'ai quand même plutôt aimé cet aspect-là du film, de voilà, comment il filme la vieillesse. Elles sont pas... En fait, c'est un espèce de thriller. Donc, bon, elles sont pas aussi gentilles grand-mères qu'on ne le pense. Et... C'est tout l'intérêt du film. C'est censé être tout l'intérêt du film, voilà. Parce que ça, c'est complètement loupé. Mais bref, en tout cas, sur le côté vieillesse, moi, j'ai trouvé ça assez mignon et j'ai bien aimé voir cet aspect-là. Quand je disais tout l'intérêt du film, c'est parce que pour une fois, c'est pas des gentilles grand-mères. Or, en général, les personnages de grand-mère sont des gentilles grand-mères. Laurent, toi, voir Hélène Vincent cueillir des champignons, ça t'a pas suffi? En fait... Quand j'ai regardé, je l'ai vu tout à l'heure, le film, quand je suis allé le voir, j'ai pensé à un article de Umberto Eco qui s'appelle « Comment reconnaître un film porno ?» Et en fait, dans cet article, Umberto Eco explique que dans un film porno, on montre tout un tas d'aspects du quotidien, comme ça, parce qu'on n'a pas envie, finalement, d'essayer de faire des choses compliquées, parce qu'on n'a pas... voilà, c'est pas l'intérêt du film, et on n'a pas envie de dépenser de l'argent et de la créativité. Donc, en fait, on va prendre les acteurs et on va leur faire entièrement des choses, et on va leur faire perdre du temps pour pouvoir... Parce qu'on peut pas voir des acteurs copuler tout le temps pendant 1h30, c'est pénible. Donc, du coup, quand on les voit, par exemple, ouvrir le frigo et servir un verre à boire, et ben on va les voir pendant tout le temps. Ouvrir la porte, faire le truc. Il n'y a pas d'ellipse, il n'y a pas de machin comme ça. Et en fait, pendant toute une partie du film, j'ai vraiment cru que c'était ça. C'est-à-dire que Hélène Vincent, elle est là, Hélène Vincent, elle est là, elle repasse. Enfin non, elle passe l'aspirateur, elle fait à bouffer, elle va aux champignons. C'est-à-dire, heureusement que c'était quand même pas un film porno, parce qu'au vu du casting, quand même, j'aurais eu un peu peur. Mais toujours est-il que c'est vraiment très très compliqué pendant très très longtemps. Et en fait, il se passe rien. Et derrière, en fait, on se rend compte que y a pas de scénario, qu'il y a rien, enfin que personne s'est vraiment emmerdé à essayer de faire un truc un peu sérieux, que tout l'espèce de pseudo mystère en fait autour de ces personnages est quand même vraiment bidon et ne sert à rien, et que en fait, je me suis emmerdé pendant 1h40 pour rien, quoi, à peu près. Donc, parce que c'est pas un film porno comme tu viens de le dire, mais c'est pas non plus vraiment ou suffisamment un thriller, Manon. Ouais. Moi, je préfère la partie où il se passe rien, parce que quand il commence à se passer quelque chose, c'est là que vraiment c'est tout pété, quoi. On peut dire quand même ce qui se passe. En fait, on va être obligé un peu de spoiler, mais on comprend que Hélène Vincent et donc sa fille Ludivine Sagné ont une très mauvaise réaction. Soit dit en passant, le jeu de Ludivine Sagné, c'est pas possible. Non, la direction d'acteur, c'est pas possible. L'écriture de son personnage est catastrophique. Enfin, c'est juste une espèce d'affreuse fille, genre complètement unilatérale. C'est censé être un peu la muse d'Ozon. C'est un scandale de l'écrire des personnages comme ça. Enfin, vraiment, c'est l'enfer. Et en gros, on comprend qu'elle en veut à sa mère parce que sa mère était une prostituée quand elle était plus jeune et qu'elle n'a jamais accepté ça. Et en fait, moi, tout le film, je pensais que ça allait être un espèce de thriller de mœurs, un peu sur les liens familiaux, comment c'est ambigu. Il y a le fils de Josiane Balasco qui sort de tôle, donc moi je pensais qu'il allait avoir un lien entre lui et Ludivine Sagné, et que voilà, ça serait un truc très ambigu comme ça, de la mère qui protégerait peut-être, enfin bref, pas du tout, juste elle lui en veut parce que elle s'est prostituée quand elle était plus jeune. Et puis après, c'est à peu près tout. Franchement, on se croirait dans Plus belle la vie. Enfin, ce genre de reveal est vraiment... dans Plus belle la vie, ils font pas que cueillir des champignons. Hein. Il se passe beaucoup plus de choses. Non, mais c'est-à-dire que
comme tu le dis, en fait, c'est toute cette espèce de pseudo-ambiguïté, etc., ne sert à rien, n'est jamais joué. Tu sens qu'en fait, il essaye de construire un mystère, il essaye de faire un truc un peu ambigu avec des personnages qui ont des choses à cacher, etc. Mais en fait, je me fous complètement de ce qu'ils ont à cacher. Jamais, en fait, une fois qu'on a des révélations, j'ai eu une quelconque émotion parce que finalement, tout ça n'avait pas de sens ou pas d'intérêt. Les personnages sont d'une telle faiblesse, en fait, que Ludivine Sagnier, elle aime pas sa mère parce que sa mère s'est prostituée. Elle a 2 neurones, manifestement, parce qu'elle est pas capable de comprendre quoi que ce soit ou de faire le premier effort de réflexion. Enfin, c'est vraiment zéro. Et ça me choque, en fait, qu'on donne de l'argent pour faire ce genre de film. C'est-à-dire que t'as beau être François Ozon, je ne peux pas accepter qu'on te donne du fric pour faire ça. Enfin, c'est impensable. C'est du détournement de fond, quoi. Vraiment, ça ne va pas. Oui, mais bon, comme genre, non, mais, beaucoup de ces films. bah, en tout cas, pas moins que d'habitude, quoi. il y en a qui marchent mieux que d'autres, il y en a qui sont plus Oui, intéressants mon que crime, d'autres. son précédent, a particulièrement bien marché. Mais je veux dire, Oui. en effet, c'était bien. tout s'est bien passé, par On est exemple. Ça d'accord. rentre dans cette veine, quoi, vraiment, de s'est bien passé cette quand escroquerie on en a fait la bande Cannes. organisée. C'est pas possible. Et vraiment, tout ce film ouais, m'a choqué de A à Z là-dessus, quoi. Ceci dit, je suis en train de me dire qu'après, donc, tout s'est bien passé et quand vient l'automne, en fait, on est peut-être sur un triptyque sur la vieillesse de François Je sais Ozon. pas, François Ozon devient vieux, il devient chiant, quoi. Non, mais faut Il a surtout quand même que pas l'âge de ses personnages. François Ozon tourne moins. Enfin, juste, c'est pas possible. Un film par an, forcément, ça donne ça, quoi. C'est... Eh ben écoute, c'est pas bon. estime-toi heureuse parce qu'il pourrait en faire un par saison quand vient l'hiver, qu'on ne Là, commentera, il y a que à Hong Kong dans les années 70 qu'il y avait des mecs qui faisaient ça, quoi. Mais bon, bravo à eux, hein. qu'on n'aurait pas commenté parce que je crois que voilà, on a bien compris qu'il fallait pas aller voir ce quand vient l'automne au cinéma. Le dernier film dont on parle ce soir, il a été le Grand Prix au dernier festival de Cannes, c'est All We Imagine as Light. On écoute la bande-annonce. ചേച്ചി ഞാൻ ഇറങ്ങോ വീട്ടിൽ കാണാം. സിസ്റ്ററിന്റെ റൂംമേറ്റിനെ ഈടായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു? അനു അവളൊരു പയ്യനുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തില. ഇത് പ്രവേശിക്കാണല്ലോ. Donc, All We Imagine as Light, c'est l'histoire de 2 femmes. Prabha, qui est infirmière à Mumbai et qui n'a plus de nouvelles de son mari depuis plusieurs années, et de sa colocataire, sa jeune colocataire, Anu, qui, elle, fréquente en cachette un jeune homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Valentin, c'est le premier film de fiction de la réalisatrice Prayal Kapadia. Voilà, son documentaire Toute une nuit sans savoir avait été récompensé de la Caméra d'Or au Festival de Cannes 2021. Donc voilà, elle passe à la fiction. Ouais, tout à fait. Pari réussi. Pari tout à fait réussi. Alors, pari réussi, mais pas complètement. Enfin, pas un pari complet dans le sens où il y a beaucoup d'éléments de documentaire, en tout cas dans la tonalité et même dans la manière de tourner, parce qu'ils ont tourné avec 2 caméras, dont l'une était interdite. En fait, ils ont tourné beaucoup d'images et beaucoup de séquences en caméra semi-cachée, disons. Et je trouve que le film est extraordinaire, vraiment. Je pense que c'est un des meilleurs films de cette année, en tout cas pour moi, pour l'instant. Et entre les graines du figuier sauvage et ça, cette semaine, on a vraiment une rentrée sous le signe du cinéma asiatique. Et c'est chouette, ce que tu disais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de cinéma indien à Cannes. Et c'est totalement mérité que ce film-là vienne chercher un prix. Je ne l'ai pas encore dit, mais effectivement, ça fait 20 ans. Je l'ai lu dans tes notes, je crois. Exactement, merci de lire mes notes, dis donc. C'est le premier film indien en sélection officielle depuis Destiné, qui était en 1994 et qui avait aussi obtenu le Grand Prix. Ouais. Donc ça fait 20 ans. Je suis désolé, je te sape une relance du coup. Je suis mais c'est pas grave. 30 ans, effectivement, 1994. Tu n'as plus 20 ans, Elisabeth. Et je n'ai plus 20 ans. Au secours. Mais je vais bientôt pouvoir devenir une héroïne de rom-com. Ou jouer dans un François Ozon. Hein. Laisse-moi quelques années encore. Moi, j'en suis à combien le printemps. Rita, toi aussi, tu as beaucoup apprécié ce film, All We Imagine as Light. Bah, honnêtement, oui, moi je trouve ce film prodigieux. Alors sachez qu'il était en lice pour l'Oscar pour représenter la France, il n'a pas été pris, donc c'est Emilia Pérez. Puis ensuite il était en lice pour représenter l'Inde, mais il n'a pas été pris. Et à la place, c'était, j'ai pas le titre de l'autre film, mais visiblement le producteur de l'autre film possède la moitié de l'Inde, et c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Et celui-ci, écoute, moi je passe des théories du complot, je suis là pour ça, Valentin. mais je suis désolée que ça soit pas le cas parce que c'est vraiment un film prodigieux. Il est dans mon top 3 de l'année, je peux déjà vous le dire. C'est parmi ces films qui nous arrivent en Occident et qui, on sent, n'ont pas été trop influencés par leurs coproducteurs français. Je dis ça avec beaucoup de poids. Ouais, et je précise juste parce que tu as mentionné plusieurs nationalités que c'est une coproduction, mais alors vraiment c'est la France, l'Indonésie visiblement, et pas l'Inde. Bizarre. Non, l'Inde, je pense. La France, l'Inde, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et bah, ça ne se sent pas du tout, parce que généralement, quand c'est un peu Europudding comme ça, on se retrouve avec des produits un peu malades, mais là, c'est vraiment merveilleux. Et en fait,
c'est un film qui, donc son titre, c'est Tout ce qu'on peut imaginer de lumière, et pour moi c'est déjà un très beau titre, mais en plus qui se figure très bien ce qu'on voit à l'écran. On a 3 personnages de femmes dans une ville qui sont enfermés, en fait, tout le monde a déjà pu imaginer ça, c'est pas un film proprement indien de ce point de vue-là, le rêve de la vie en grande ville, qui donc ici est Mumbai, qui s'oppose à la violence que peut être la gentrification, la stratification de classe, particulièrement en Inde où c'est vraiment un vrai sujet, et le manque d'intimité. T'as mentionné le fait que l'une des colocs a un amoureux, elle peut pas être avec lui parce qu'il est musulman, et donc il y a un vrai problème pour le coup, c'est pas Hot Rabbi, hein, c'est des vrais problèmes de religion. Et donc quand ils s'embrassent, ça peut être dans un parking, ça peut être, en fait je trouve que c'est un film qui parle encore, c'est vraiment le thème de notre rentrée, hein, des films asiatiques qui parlent d'intimité politique, mais c'est chaque semaine, mais c'est tellement beau, enfin vraiment, même visuellement, je suis rentrée dès les premières secondes qui, comme tu disais Valentin, sont très documentaires, c'est vraiment juste trop beau. Et effectivement, alors Manon, je crois que tu es un peu plus réservée sur ce All We Imagine as Light, mais effectivement, c'est la lumière artificielle, naturelle de Mumbai. Ouais, enfin réservé, moi c'est plutôt dans la dernière partie quand ça devient un peu onirique, ouais, ça prend un tout tournant. J'ai un peu décroché et là j'ai commencé à m'ennuyer un peu, mais tout le reste j'ai trouvé que c'était un grand film. Moi, tu parlais des 3 personnages principaux. Moi, je trouve que presque le personnage principal, c'est la ville, et la façon dont elle filme la ville, c'est assez dingue. Enfin, c'est vraiment, c'est magnifique, et ça a été rarement aussi bien filmé et mis en avant. Et même dans voilà les voix off des gens qui expliquent pourquoi ils sont venus s'installer à Mumbai, tout ça. J'ai adoré ce traitement de la ville, même s'il pleut, même si c'est humide, même si c'est du trafic, tout ça. Elle idéalise pas du tout cette ville, mais c'est voilà une représentation assez belle et assez fidèle, je pense, de cette ville-là, en plus avec toutes ces nuances de bleu. Enfin, vraiment, la photographie est magnifique. Et le duo d'actrices est... Trio, ouais. Même il y a quand même le principal. Troisième femme qui est moins présente, mais qui est importante dans la narration, parce que c'est une femme qui est d'une autre génération, Exactement. Qui est une collègue. Et c'est aussi cette idée que je trouve assez beau dans le film, de personnages qui sont pas structurés. Tu parlais du fait que ça aborde des questions sociétales. C'est pas un film procès à l'égard de son pays. C'est-à-dire que, oui, on a compris qu'en fait, il y a des problèmes de relations entre les gens qui sont hindous et musulmans, et toutes les familles n'acceptent pas ces relations-là, et c'est compliqué de se voir. Mais en fait, elle va te le faire figurer, en les faisant errer dans la ville, parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller, et en faisant qu'en fait, les étreintes se passent dans des buissons, cachés dans l'obscurité la nuit, avec éclairé à la lumière d'un lampadaire. Donc en fait, c'est jamais de montrer de manière politique ou de manière ostentatoire. C'est pas un point levé, en fait. C'est juste une immersion poétique. Voilà, une immersion poétique, et c'est pas vraiment par la mise en scène et par l'onirisme qu'elle approche ces questions sociétales. Et je trouve que c'est hyper fin. Et ce personnage-là, ce troisième personnage-là, qui est un peu absent, mais qui est présent quand même, il dit beaucoup de choses, parce que c'est une femme qui est d'une 50aine d'années, je pense, 60aine d'années peut-être, dont le mari est mort, et qui est en passe d'être chassée de chez elle, parce qu'en fait, cette abrutie n'a laissé aucun papier officiel disant qu'elle habite bien là, et qu'en fait c'est bien chez elle. Donc en fait, t'as tout compris des relations de classe et des relations patriarcales dans cette ville-là, par ce prisme-là, le prisme de ces personnages-là, qui en fait est très peu présent. Et je trouve que vraiment c'est très chouette ce que tu disais sur la lumière, c'est hyper important, et je pense qu'elle a vraiment pensé son film autour de cette lumière-là, qui est à la fois très dense, très éclatante, et qui en fait parfois réserve aussi des zones de chaos. C'est-à-dire que Mumbai, c'est filmé pendant la mousson, et donc il pleut tout le temps, et donc il y a beaucoup de reflets, et donc les lumières elles sont jamais douces, elles sont toujours éclatantes, elles sont toujours dans la brutalité, et ça organise une sorte de chaos très très parlant, et très 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 fort. Et tu parlais du manque d'intimité. Moi je pensais par exemple à un film de Murnau, par exemple, à l'époque, typiquement dans les films américains des années 30-40, quand on représentait la ville comme hyper oppressante, comme bruyante, comme sale, et en fait on est typiquement dans la même représentation, avec ces fenêtres qui ferment pas et la pluie qui rentre, et du coup c'est hyper smart, et c'est hyper bien pensé en fait. Donc franchement, je trouve que tout ce que vous dites nourrit encore plus mon appréciation du film. Je suis très d'accord avec toi, Manon, sur le fait que ce qui pêche un petit peu, c'est peut-être la dernière partie du film qui sort de la ville, justement, et elle filme de la même manière le voyage à la mer qu'elles font, que la manière dont elle filme Mumbai. Je trouve ça toujours aussi beau visuellement, mais c'est vrai que c'est peut-être le moment qui passe le plus dans l'onirisme et dans ce qu'on attend d'un film cliché, d'un film un peu cliché qui nous arrive pas en Europe et aux États-Unis globalement, et qui nous parle de femmes dans une société patriarcale. Et c'est pas pour autant raté du tout, hein. Vraiment, là j'ai l'impression que c'est ma manière de chercher des poux à ce film, mais que je trouve vraiment prodigieux par ailleurs. Mais c'est le moment où je me suis le plus retrouvée dans quelque chose auquel je m'attendais, alors qu'avant ça, c'était...
c'est vraiment très loin de tout ce que vous pouvez vous figurer sur un film indien qui parle de femmes en fait. Et vraiment, c'est à voir absolument. Je finirai juste sur un truc qui n'a vraiment rien à voir, mais qui m'a rappelé ça pour dire à quel point ce film est universel. L'ouverture où les gens parlent de pourquoi ils sont arrivés à Mumbai, ça m'a rappelé quand Harry rencontre Sally. Les scènes une des plus grandes comédies romantiques ever. La boucle est bouclée, où en fait on a des personnages où on sait pas trop si c'est des vraies personnes ou si c'est des acteurs qui jouent des vraies personnes qui sont intercalés en face caméra, qui expliquent pourquoi ils se sont rencontrés, enfin comment ils se sont rencontrés et pourquoi ils sont restés ensemble ou pas après tant d'années. Et ça m'a rappelé ça, et une fois que ça m'a rappelé ça et que j'ai réalisé que le film allait me faire être ému à propos d'un Thermomix, c'était gagné. Quoi. Oui, t'as dit du coup je l'ai oublié, mais tu as dit une phrase très juste sur c'est pas du tout ce qu'on s'attend à voir d'un film qui parle de la condition féminine en Inde, et c'est vraiment ça, c'est que c'est vraiment des petites, elle dépeint ça par petites touches, cet autocuiseur que son mari, qu'elle voit plus, lui envoie, histoire de bien la... Son mari qui est parti travailler en Allemagne, c'est pour ça que c'est un autocuiseur, on comprend que c'est potentiellement lui qui l'a voilà, mais ça la ramène aussi à sa condition. Et voilà, ça la ramène, elle, à sa condition, on comprend tout de lui qui est parti, qui veut plus avoir de nouvelles d'elle, mais qui fait quand même en sorte de faire semblant d'arranger le mariage. Enfin, ouais, voilà. En fait, c'est exactement ça, c'est que les personnages sont dépeints par des petites touches et tu comprends tout de suite tout bien, même ce duo d'actrices principales, elles sont donc infirmières, et la façon dont on comprend qu'elles sont éduquées, la façon dont elles délivrent juste une pilule, ça dit tout en fait de elles, voilà, leur état d'esprit, mais rien n'est asséné comme ça, c'est hyper subtil, c'est hyper pudique, moi je trouve que le terme qui qualifie le mieux ce film, c'est gracieux, quoi. C'est vraiment un film qui est hyper gracieux, et puis la façon dont elle dépeint ces trois générations, parce qu'il y en a quand même dans le duo une qui est un peu plus âgée que l'autre, sans les opposer, je trouve ça super beau, et c'est aussi des très grandes actrices, elles jouent vraiment très bien. Oui, ça fallait le signaler, mais c'est aussi ce truc, le parti pris de se dire c'est un film de femme en Inde, dans un pays où elle serait opprimée. En fait, c'est pas que ça non plus, c'est-à-dire qu'aussi, et moi ce que j'apprécie beaucoup dans le film, c'est la construction des personnages masculins qui sont pas omniprésents, dont on comprend très bien qu'ils sont responsables d'un certain nombre de situations et que c'est systémique, et voilà, il n'y a pas du tout de sauvetage, mais en revanche, elle les écrit de manière aussi à ce qu'il y ait des contrepoints, à ce qu'il y ait des sensibilités qui émergent dans des scènes qui sont parfois très courtes. C'est le personnage de l'amoureux, il est hyper touchant. Il y a un mec qui le sauve sur la plage, qui est un peu à côté de ses pompes et qui est hyper drôle. Enfin, je trouve que dans la construction des personnages, dans le fait justement d'opposer personne à personne, elle trouve une sorte d'équilibre qui a un équilibre un peu politique et en même temps artistique que je trouve très chouette, quoi. Et du coup, on en reste vraiment à la poésie, on en reste vraiment à ce que tu disais, à la question de la lumière et comment la lumière, en tant que presque comme salut, quoi, presque, arrive de toute façon dans nos vies, qu'on le veuille ou non. Et je trouve ça vraiment très très beau. Ouais, il y a aussi vraiment très rapidement sur cette scène de sauvetage à la mer. Moi, elle m'a rappelé les nuits je suis là pour les références visiblement. Elle m'a rappelé les nuits de Cabiria de Fellini, et je trouve que les personnages principaux s'inspirent aussi beaucoup de ce genre de personnages de femmes très 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 puissante, mon Dieu, Léa Salamé, au revoir, en fait qui ne se laissent pas marcher dessus, alors que même qu'elles savent très bien qu'elles ont toutes les raisons de se laisser marcher dessus, et qui peuvent être très pleines d'opinions et casse-couilles en fait, mais dans le meilleur des Tu veux nous reparler des emmerdeuses comme la semaine dernière? Mais moi je suis là pour les emmerdeuses, l'intimité politique et les comédies romantiques. Voilà. Écoute, c'est très bien, on va faire une petite liste avec des checks. Et bien donc de Payal Kapadia qui est touché par la grâce pour ceux All We Imagine as Light. C'est la fin de nos débats, mais maintenant on va vous parler en 2 mots des films et séries en vrac de la semaine. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et c'est toi, Rita, qui nous fait la première recommandation de la semaine. C'est Will and Harper sur Netflix. Tu m'as appelé Ricard, là. Ricard, mais moi, je suis fatiguée ce soir. J'ai peut-être envie d'un petit Ricard. Will and Harper, c'est un film documentaire sur Netflix, comme tu le disais. Will, c'est Will Ferrell. Donc, c'est Will Ferrell, dont une personne avec qui il travaillait sur SNL au tout début de sa carrière, il y a 30 ans, lui envoie un mail pendant le Covid et lui dit « Écoute, tu m'as connu comme un homme, mais en fait, j'ai toujours été une femme. Je m'appelle Harper et j'aimerais que tu m'appelles comme ça à partir de maintenant. » Et j'ai dit Harper, je crois. Je suis vraiment... Bon. C'est donc Harper. Le R était passé là. Qui donc est une scénariste, autrice hollywoodienne, qui a une grande carrière notamment dans l'humour, qui a coécrit beaucoup des films dans lesquels on retrouve Will Ferrell. Et Will Ferrell lui répond tout de suite, pour pas qu'elle pense qu'il y a quoi que ce soit, elle lui répond tout de suite. Alors moi, il n'y a aucun problème. Par contre, j'ai genre 1000 questions. Et est-ce que ça va? Et du coup, est-ce que notre amitié change? Et machin. Et elle lui dit, écoute, tout va bien. Le seul truc, c'est que moi, je sais pas si l'Amérique m'aime toujours, alors que moi, j'adore l'Amérique. J'adore les endroits poisseux et miteux. J'adore les pubs chelous au milieu de nulle part, où pour y accéder, il faut forcément une voiture. Et quand tu rentres, il y a un drapeau au vive Donald Trump. C'est le genre d'endroit où j'aime rencontrer des gens, mais je sais pas comment y retourner. Et Will Ferrell lui dit, allons-y ensemble, moi je vais être ton espèce de tampon face au reste du monde, parce que quand on rentre dans une pièce et qu'il y a une femme trans et Will Ferrell, généralement les gens ils voient d'abord Will Ferrell.
C'est la meilleure idée du monde. Et donc c'est un documentaire qui parle certes de transidentité et de comment est-ce que cette femme va redécouvrir les espaces qui ne sont plus safe pour elle. Et elle sait très bien, en plus elle le mentionne, le fait que pas tout le monde a cette expérience-là de la vie en tant que personne trans, parce que pas tout le monde a Will Ferrell dans sa poche. Mais c'était... j'ai passé une trop bonne semaine. Un des films dans mon top de l'année, c'est un buddy movie de road trip incroyable, à la fois un film coming of age. C'est drôle parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur River Boom, en fait je m'y retrouve beaucoup. En plus, c'est aussi un documentaire. C'est un film, pour le coup, extrêmement politique et ils en parlent. Ils vont dans des états où la transidentité est de plus en plus remise en question. Mais ça reste une très bonne comédie parce qu'on rappelle qu'il y a Will Ferrell et la personne qui a écrit la plupart de ces textes. Donc, ils sont extrêmement drôles tous les deux. C'est une capsule temporelle des États-Unis à cette période, juste avant les élections, qui montre que tout n'est pas un conte de fées, mais c'est trop beau et il y a trop de choses à dire dessus. Voyez Will et Harper sur Netflix, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et regardez donc Will et Harper sur Netflix. Valentin, toi, en 2 mots, tu voulais nous faire part d'une déception qui concerne un beluga. Je l'ai vu aussi. C'est Valdimir, la vraie histoire du beluga espion. Oui, parce que c'est un jeu de mots C'est un jeu de mots, parce que Vald, ça veut dire baleine en finlandais. Exactement. Et que Valdimir, vous avez compris, Vladimir Poutine. Parce que, et c'est là que le bas blesse, la promesse du documentaire, c'est de nous parler de la baleine espion de la Russie. Moi, j'ai tiqué sur le terme espion quand même, en me disant, c'est chouette qu'on va nous raconter un peu un truc géopo, ça peut être marrant. Et en fait, effectivement, ça raconte l'histoire de la découverte d'un bateau de pêcheurs, d'un beluga beaucoup plus grand en termes de dimension que la plupart des belugas, ce qui a déjà attiré l'attention, et surtout harnaché en fait avec une GoPro, avec en tout cas un réceptacle pour mettre une GoPro sur son dos. Et donc ils comprennent assez vite qu'en fait cette baleine a été dressée pour tourner autour des bateaux au large de la Finlande et faire en fait du renseignement pour les Russes. C'est-à-dire qu'il est censé filmer avec sa GoPro, rentrer à la maison et puis ramener des images. Et donc il y a dû y avoir un problème, ce qui fait qu'il a plus sa caméra et qu'il erre au large des côtes finlandaises tout seul. Et donc moi je me dis c'est super, on va nous raconter une belle histoire d'espionnage par le petit prisme en fait, par la petite histoire qui va bien. On va creuser un peu ces questions-là et de comment la Russie en fait dresse des animaux pour aller espionner ses voisins. C'est quand même une bonne histoire. Et en fait c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, et j'aurais dû me douter en regardant les crédits, parce qu'en fait il y a au crédit Fabien Schneller, je crois, il s'appelle comme ça, un biologiste, en tout cas un chercheur français, qui s'est tapé un kiff au milieu de sa vie d'ingénieur qui devait être relativement chiante, c'est d'aller discuter avec des cétacés. Voilà, il s'est dit, je vais aller une occupation extrêmement noble. Tout à fait noble. Le problème, c'est que du coup, il a coproduit, en tout cas, ou co-réalise le film, et en fait, la star du film, c'est pas Valdimir, c'est lui, en fait. C'est-à-dire qu'on le voit 45 minutes dans le film. Au début, je me suis dit, c'est marrant, ils ont été le chercher, c'est un Français, je comprends pourquoi ils vont le chercher, mais il n'y a pas d'autres experts. On dit, en fait, elle est où l'analyse, en fait C'est juste lui, sa fille, leur découverte des baleines, la capacité à discuter avec les cétacés. Donc en fait, au lieu d'avoir un documentaire d'espionnage, j'ai eu une sorte de premier contact avec un beluga, sympathique. Cependant, il est adorable. Il est adorable, mais on dira rien d'autre de lui que... Il est adorable en fait, donc je ne comprendrai jamais vraiment comment il communique ces baleines. J'ai juste compris que ce mec-là sur ses bateaux et ses financements probablement par Red Bull, en fait il a des caméras cheloues et il va filmer des bruits de sonar avec les cachalots. La belle affaire mon gars, super content de l'avoir fait, très content que Canal ait consacré de l'argent à ça et que ça dure 1h30 en fait. Il y a un moment où je me suis dit ça n'ira pas mieux a priori, mais je vais le regarder quand même, on verra. Et en fait ça n'évolue pas, c'est vraiment une espèce de truc de développement personnel sur aller discuter avec des baleines après tout, parce que la vie c'est court. On ne saura jamais si Valdimir était réellement espion et rien sur ses missions. Après, j'ai lu un peu de trucs, et alors malheureusement, effectivement, on ne sait pas plus en fait de cette histoire. C'est-à-dire qu'il est un peu. Aujourd'hui, il est décédé en plus. Et par ailleurs, il est mort effectivement il y a 3 semaines. Hasard du calendrier, il a été buté il y a 3 semaines. Donc, il a été, on l'a retrouvé avec des malheureusement des impacts de balles. C'est un agent double. C'est peut-être un agent double. Mais là, du coup, je veux vraiment voir le film. Il va peut-être falloir faire une fiction du coup pour combler les trous du réel. Roman, toi non plus, c'est pas vraiment une recommandation. Non, moi c'est une anti-recommandation. J'ai bien craché mon venin. Je te conseille absolument de regarder La Maison sur Apple+. Qui décrit le business de la mode et dans la maison Ledoux, qui va prendre vraiment une famille comme base de la série. Globalement, c'est une pâle copie, pour être vraiment gentil, de Succession. C'est la référence principale, ils ont essayé de faire ça, mais ils ont enlevé tous les dialogues, tout ce qui faisait le génie en fait de la série, à savoir du coup les dialogues, les personnages, l'ambiguïté, le sérieux aussi de à quel point c'est filmé comme un espèce de documentaire avec des zooms, etc.
En fait, du coup, c'est une série qui est complètement nanardesque. Du coup, moi, je rigole beaucoup devant cette série, donc peut-être que ça peut être une recommandation sous ce prisme-là. Mais en fait, tout sonne faux et tout est une question de marketing et ça pue le marketing, je trouve, cette série. Et ça ressemble un peu à un espèce de gâteau que j'ai cuisiné en pensant que ça allait ressembler à la photo Instagram à la fin. Et ça ressemble pas du tout, c'est très moche, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'ils ont essayé de faire avec Succession. C'est une trend maintenant sur Instagram, les gens qui essayent de faire des beaux gâteaux avec des formes et quand ça cuit, c'est une cata. Ah, c'est vrai, mais je vais m'y mettre alors. Peut-être que je vais gagner autant de sous que pour la maison. Mais en tout cas, non, n'allez pas avoir ce truc. Surtout que c'est avec un casting incroyable. Donc, ils essayent de nous faire venir par ce biais-là. Et en fait, en termes de scénario, c'est complètement raté. C'est une succession de clichés. On aurait préféré que ce soit Succession, donc une maison qui est bien packagée, mais malheureusement vide. Avant de terminer notre émission ce soir, c'est l'heure de la carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et Imen, pour cette carte blanche, tu as choisi de nous parler de Chantal Akerman. Tout à fait, j'en profite parce que le mois d'octobre 2024 est sous le signe de Chantal Akerman. Capricci rediffuse 16 longs métrages restaurés par la Cinémathèque de Belgique en salle. Il va y avoir un coffret DVD intégral de 46 films restaurés qui va sortir. Et surtout, il y a une exposition au Jeu de Paume qui a commencé à Bruxelles en mars dernier, qui s'appelle Chantal Akerman Traveling, qui s'est ouverte en septembre et qui est jusqu'en janvier prochain. Je pense que je vais commencer juste par resituer un peu qui est Chantal Akerman. Chantal Akerman, c'est une réalisatrice, mais pas que, j'en parlerai, qui est née en 1950 à Bruxelles de parents juifs polonais qui ont immigré dans les années 30 en Belgique. Sa mère est une rescapée d'Auschwitz et ses grands-parents sont décédés là-bas. Ça marquera à peu près toute sa filmographie. À 18 ans, elle tourne un premier court-métrage qui s'appelle Saute ma ville. C'est le film Pierrot le fou de Jean-Luc Godard qui lui donne envie de faire du cinéma. Elle tente l'INSAS à Bruxelles. Elle y reste 3 mois, elle se dit que finalement ça ne l'intéresse pas, elle part à New York. À New York, elle rencontre Babette Mangolt, qui sera la chef opératrice de tous ses premiers films. Et là-bas commence en fait la folle aventure de Chantal Akerman, qui est sous le signe de la précocité quand même, puisqu'elle a à peine 20 ans, elle tourne des documentaires assez brillants à New York. Ensuite, elle revient en Belgique, puisque c'est beaucoup de voyages, et donc l'exposition qui est actuellement au Jeu de Paume, Traveling, s'axe justement autour de ça, du fait qu'elle c'est une réalisatrice qui a beaucoup voyagé pour pouvoir réaliser des films à travers le monde. Et donc à 23 ans, elle réalise Je tue elle, qui pour moi est un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, où elle se met elle-même en scène dans le rôle de Julie, qui est une jeune femme qui, au début du film, ne sort pas de chez elle, déplace des meubles, tourne dans sa chambre, mange du sucre, et qui va finalement se mettre en mouvement pour retrouver la femme qu'elle aime. 1 an après, et ça c'est le film le plus important, on a Jeanne Dielman, elle a 25 ans, le film en 2022 est rentré dans le top 1 Sight and Sounds, qui est un magazine britannique, comme quoi c'est le meilleur film du monde. C'est un film avec Delphine Seyrig, je ne vais pas en parler parce qu'en fait on sait ce que c'est, mais moi ce qui m'intéresse surtout dans l'œuvre de Chantal Akerman, au-delà du coup de cette espèce de chef-d'œuvre surplombant, c'est qu'elle a une grande variété en fait de formes filmiques. C'est qu'il n'y a pas Jeanne Dielman, elle ne s'est pas arrêtée à 25 ans, elle a fait des films jusqu'à ses 65 ans, et on a à la fois de la comédie musicale avec Golden 80s, on a des films qu'on peut catégoriser de home movie avec News from Home, elle a fait des captations théâtrales, elle a fait des adaptations littéraires. Elle a adapté Proust dans le film La Captive, elle a adapté Joseph Conrad dans La Folie Almayer, des comédies romantiques aussi. On a Un divan à New York et Nuit et jour, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que malgré cette espèce de multitude de genres, c'est quand même une cinéaste qui avait des obsessions, des motifs obsessionnels qui reviennent comme des motifs dans absolument toute son œuvre. Il y a la fatigue, c'est des personnages qui sont fatigués, qui bâillent, qui sont paresseux. Elle se met elle-même en scène là-dedans. Il y a en général le motif de la chambre, le motif de l'intérieur, le motif de l'espace domestique, mais surtout, et je vais finir là-dessus, il y a le motif en fait de sa judéité, puisque ça hante absolument l'entièreté de sa filmographie. C'est une thématique qui a été abordée frontalement dans le film Histoire d'Amérique et ensuite dans un film documentaire qui s'appelle D'Est, puisque Chantal Akerman, comme je le disais au tout début, en fait n'a pas été que cinéaste pour le cinéma. Elle a réalisé un grand nombre de documentaires qui ont en fait été pensés sous une forme muséale, de cinéma d'exposition, et donc c'est ça que vous allez voir si vous allez au Jeu de Paume. Donc il y a d'Est, il y a Sud, il y a de l'autre côté. Mais aussi, au-delà du cinéma, Chantal Akerman, surtout, c'est une grande littéraire, et c'est une personne qui a écrit des romans qui sont absolument brillantissimes. Elle a écrit Ma mairie et Une famille à Bruxelles, qui sont des chefs-d'œuvre et qui sont sortis très récemment, parce qu'en fait, on a un peu oublié quand même le travail
le travail de cette femme. La dernière chose qui me semble importante en fait à évoquer pour parler de Chantal Akerman et qui pour moi est importante aussi pour comprendre son œuvre et la regarder et qui n'est pas mentionnée, en tout cas dans l'exposition que moi j'ai vue à Bruxelles, de l'exposition qui est actuellement à Paris, c'est déjà son homosexualité, puisque elle marque en fait de nombreux de ses films, elle marque beaucoup sa littérature et c'est quelque chose quand même d'assez central. Et c'est aussi sa mort, parce que pour une raison qui m'échappe, il y a un mystère en fait autour de la mort de Chantal Akerman quand on regarde cette exposition. Chantal Akerman, elle a eu des troubles bipolaires toute sa vie, c'est extrêmement présent dans ses films. Elle s'est suicidée en 2015, un an après la mort de sa mère, de laquelle elle ne s'est pas remise. Et du coup, ce vécu, pour moi, en fait, il est hyper important à connaître quand on regarde ces films, parce qu'on peut complètement aussi les relire en fait, à l'aune de ce qu'a été sa vie, comme Je tue elle, dont je parlais au tout début. Bref, pour conclure, Chantal Akerman a inspiré un peu les plus grands réalisateurs qu'on connaît, Gus Van Sant, Todd Haynes, Michael Haneke, Apichatpong, Vera Setacool. Et du coup, pour moi, c'est vraiment le moment, là, actuellement, de découvrir le travail de cette femme réalisatrice qui est malheureusement un peu trop longtemps restée dans une sorte de niche cinéphile, alors qu'il y a tellement de choses à découvrir. On vous encourage absolument à découvrir Chantal Akerman. Merci Imen, merci à tous, merci aussi aux gens qui nous écoutent. Et si vous voulez effectivement continuer de nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, partout. On est là, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.